déjà à applaudir nos deux conférencières. Laurence Tay, déléguée régionale Île-de-France à Pessita, vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Ainsi que Anne Bonelli, conseillère RH Occitanie à Pessita. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Anne, peut-être. Je vais commencer, oui, je vais vous faire une présentation. Donc, on va vous monter un petit peu le micro, peut-être, pour qu'on vous entende bien. Hop, allez-y. Vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, bonjour, je vais vous présenter donc la Pessita. Et d'abord, en fait, on est ici pour vous donner quelques conseils pour vous démarquer au niveau du marché de l'emploi. Alors, au niveau de la Pessita, on est présent partout en France, sur 14 délégations. Donc aujourd'hui, vous avez Laurence Stey, qui est déléguée régionale Île-de-France. Et moi, je suis conseillère RH au sein de la Pessita Occitanie. Je suis donc basée à Toulouse. Donc on est des petites équipes de 2-3 personnes. Et si vous voulez des renseignements, vous pouvez toujours appeler une délégation. On sera là pour vous recevoir si vous souhaitez des conseils au niveau de la recherche d'emploi. Juste une petite question, je me permets de la Pessita pour préciser ce que c'est exactement. Voilà. Donc la Pessita, on est l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens dans le milieu agricole, agroalimentaire et dans l'environnement. On travaille principalement sur 3 axes. On accompagne les entreprises dans leur recrutement. Donc je ne sais pas si vous connaissez la Pessita. Oui. Donc je pense que vous connaissez la Pessita parce que vous allez regarder les annonces d'emploi sur notre site. Mais on fait beaucoup plus de choses. Donc effectivement, on fait de la diffusion d'annonces, mais on fait aussi du recrutement. C'est-à-dire que les employeurs font appel à nous. Et on va les aider dans la rédaction des annonces, on va les accompagner dans la recherche des candidats et on va même jusqu'aux entretiens. Après, on contribue à l'insertion professionnelle. Alors, je vois que vous êtes en école d'ingénieur à Bordeaux, donc vous avez certainement eu une intervention à Pessita. Voilà. Donc, on intervient à partir du bac pro dans les écoles d'ingénieurs sur différents types d'interventions, soit pour présenter le marché de l'emploi suivant les filières, ou alors pour vous accompagner dans la création de votre CV, votre lettre de motivation. Et enfin, donc, on conseille les candidats tout au long de leur carrière. Donc les jeunes diplômés, pour vous insérer dans le marché de l'emploi. Et on va jusqu'au bilan de compétences. C'est clair pour vous? On distribue. Alors, pour rechercher un emploi, quelle méthode vous utilisez? Vous allez sur les réseaux, sur les job boards, les réseaux sociaux. Vous privilégiez plutôt les candidatures spontanées ou vous faites marcher votre réseau professionnel? Les réseaux sociaux? Ah oui, alors, ce qu'on va faire, parce qu'on a été un peu vite, hein, si tu me permets, Anne, on vous a distribué des petits cartons. Voilà. Vous avez vu, il y a différentes couleurs dessus. C'est comme un quiz. On va jouer ensemble. Si vous trouvez la bonne réponse, comme un quiz, vous aurez un petit cadeau supplémentaire. C'est sympa, ça. Trouver un emploi en s'amusant. Donc, voilà, tout le monde a son petit carton. On va faire, vous savez, comme à l'école un petit peu, on va lever son carton quand on pense avoir la bonne réponse. Alors, on peut y aller. Première, on y va. Voilà, quelle méthode vous privilégiez pour chercher un emploi? Donc, pour le job board, c'est bleu. Les réseaux professionnels, on est sur le rose. Réseaux sociaux sur le jaune. Et candidature spontanée sur le marron. Vous pouvez lever votre petit carton. Allez, allez-y. Oui, Célia? C'est quoi job board? C'est une bonne question. Elle a raison. Il y a une réponse derrière. Oui, oui, oui. En fait, c'est un site internet en fait, où il y a une diffusion d'annonces d'offres d'emploi. Pour les autres, ça va? Vous connaissez? Parfait. Bleu, je ne sais pas quelle couleur, on peut dire une sorte de violet rose, jaune et orangé. Jaune. Alors, oh là, c'est marrant, les mesdemoiselles, parce qu'on a un petit peu tout. J'ai du rose, du bleu, du jaune. Oula, on est perdu déjà. Vous voyez, rien que sur la première, on est déjà perdu. Imaginez un peu pour un entretien. Venez vous asseoir, monsieur. Venez nous rejoindre, vous allez voir. Ah, si, venez, c'est très sympa. Hop. LinkedIn, c'est un réseau social ou un réseau professionnel? Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Social. Enfin, un réseau social, oui, du coup. C'est filmé? On fait du replay? Anthony qui nous écoute, bon, on fera du replay. Allez, attends. Alors, montrez vos cartons. Comme on n'est pas très très nombreux, vous avez mis cette couleur. Oui, alors en fait, effectivement, vous êtes dans la majorité des candidats parce que 82% des candidats utilisent effectivement les réseaux sociaux pour trouver un emploi. 64% des employeurs vont utiliser 82% des candidats. Par contre,
64% des employeurs vont utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est là le plus utilisé, on est d'accord. Pour les candidats. Pour les candidats, quand vous êtes candidat, les réseaux sociaux, c'est la première démarche qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Oui. Et le réseau social le plus utilisé va être LinkedIn, avec 94%. Alors, j'ai vu d'autres couleurs. J'étais assez surpris de voir toutes ces couleurs. Vous avez mis quelle couleur déjà, rappelez-moi? Le bleu. Alors, le bleu, c'est le fameux job board. Job board. Alors, pourquoi vous utiliseriez celui-là? Parce qu'il y a pas mal d'offres d'emploi sur les sites, comme Indeed, pas mal de sites comme ça. Oui, d'utiliser ces sites déjà qui permettent d'avoir notre orientation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et par exemple, si on veut revenir sur un site tel que la PECITA, qui est souvent considéré comme un job board, mais en fait, nous, on vérifie les annonces, etc. Et le plus de la PECITA, c'est quand même qu'on est spécialisé, on est le seul site spécialisé pour l'emploi des cadres et des ingénieurs dans le milieu agricole, agroalimentaire et dans l'environnement. Donc c'est vrai que vous allez avoir des sites type Indeed ou Hello Work, etc., qui vont être plus généralistes, mais si vous voulez rester focus sur votre projet professionnel et rester dans le milieu agricole, agroalimentaire ou dans l'environnement, on va vous conseiller de privilégier un site tel que la PECITA. Alors, petite question par rapport à ces 4 possibilités. Moi, je suis candidat. Vous faudrait que j'envoie ma candidature aux 4 ou de privilégier un par rapport aux autres? En fait, le conseil qu'on va donner, c'est pas forcément d'envoyer aux 4, c'est de rester focus sur votre projet professionnel. Et en fait, de cibler pas le canal, mais de cibler plutôt l'offre d'emploi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur cette première? Non? Quelle démarche vous feriez? Vous restez sur ce principe-là? Vous, quelle démarche vous feriez si vous cherchiez un emploi, un job? Moi, c'est plus sur LinkedIn. Sur LinkedIn, voilà. Réseau professionnel, pour vous? Moi, c'est pour le job board. Voilà, pareil, job board, voilà. Oui? Monsieur, pardon, excuse-moi, je t'avais oublié. Fallait pas arriver en retard aussi, t'es arrivé en retard, je t'avais pas vu. Non, du coup, nous, en Guadeloupe, ça fonctionne pas trop. Enfin, je veux dire... Lequel qui fonctionne pas? Les 4 ou... Enfin, ouais, les 4. Enfin, tout ce qui est réseau, etc., c'est pas ce qui fonctionne le plus. Mais c'est intéressant de voir ça. Ah, c'est intéressant de savoir. Bah alors, les dom-tom, ça marche pas comme en France. Enfin, c'est la France quand même. Mais pourquoi dans ces îles, on a des problèmes? Je sais pas si vous avez les réponses. Hein. Alors après, en plus, ça peut dépendre aussi des secteurs d'activité. Effectivement, LinkedIn, pour des postes, on va dire, d'un certain niveau, vous aurez plus d'offres que si vous cherchez, par exemple, dans le domaine du paysage ou en production agricole pure. Il y aura moins d'offres sur les réseaux sociaux professionnels. Pour les dom-tom, effectivement, c'est peut-être un petit peu moins développé. On a moins d'offres sur les réseaux sociaux sur ces régions-là, sur les DROM en fait. Mais il faut vraiment, c'est ce que disait Anne, il faut choisir votre, soit le job board, les réseaux sociaux, ou même parfois les réseaux, faire marcher vous, développer votre réseau personnel en fonction des postes que vous allez rechercher. D'accord ? C'est pas chaque type de poste, il y aura un créneau qui sera adapté en fonction des types de postes. Voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples? Si vous recherchez un poste, par exemple, de responsable dans une organisation professionnelle agricole, alors vous pourrez trouver à la PECITA, bien sûr, mais vous pourrez trouver aussi sur LinkedIn. Par contre, vous recherchez un poste de vous recherchez un poste plutôt d'ouvrier paysagiste, ce sera plutôt sur les job boards type APECITA, Pôle emploi, etc. Après, il y a aussi des postes, quand on parle même de postes de directeur dans des organisations professionnelles agricoles, ils vont être diffusés, effectivement, peut-être sur des réseaux, mais ce qui va le mieux marcher, c'est vos réseaux professionnels. C'est parce que vous allez entendre parler qu'il y a un recrutement, que vous allez déjà envoyer votre candidature via votre réseau, que vous aurez plus de chances d'être retenu. Voilà. Et puis les candidatures spontanées, c'est aussi pour des postes qui vont être très rares. Il y a des postes où il y a très très peu d'offres, donc il vaut mieux aller chercher directement l'employeur. Donc une candidature spontanée, c'est pas quelque chose qu'on n'envoie pas sa candidature à 200 entreprises la même. On doit cibler. Donc je vous ai rencontré lors d'un salon, j'ai vu que vous aviez développé telle activité, etc. J'ai les compétences que vous attendez, c'est pour ça que je vous écris. Enfin, je vais peut-être le redire plusieurs fois, mais quand on recherche un emploi, on ne doit pas être dans l'optique « je recherche un emploi, donc je candidate pour ça ». Je candidate parce que j'ai des compétences à vous offrir.
Et quand on est dans cette démarche-là, on n'attend pas quelque chose d'un employeur, on est d'égal à égal. Et c'est ça aussi qui fait qu'on se démarque. C'est que je candidate parce que je suis motivée, j'ai des compétences à vous offrir. Voilà. En fait, un petit quiz qu'on vous fait découvrir pour comment trouver un employeur, comment bien être recruté. Là, sur cette première partie, le bleu représentait Jobboard. Vous passez par ce moyen-là, par les réseaux professionnels, par les réseaux sociaux, candidature spontanée. Donc, vous levez juste le petit carton qui vous paraît le plus pertinent quand vous candidatez, quand vous cherchez un emploi. Voilà, c'est le principe. Laurence, sont les moyens les plus efficaces. On est bien d'accord pour la première démarche. Hein, Anne, Laurence. Alors, on va continuer. Oui, on peut continuer. Alors, concernant les offres d'emploi, alors c'est toi qui dois poser la question, j'avais oublié mon rôle. Alors, concernant les offres d'emploi, pour vous, quel est l'élément indispensable qui doit se trouver sur une offre d'emploi? Est-ce que c'est la description précise de la mission, la rémunération, les infos sur le profil du candidat recherché ou alors l'info sur l'entreprise? Et puis comme à l'école, vous levez votre petit carré, voire 2, 3, vous pouvez mettre des 4, hein, rien, il n'y a pas de règle là-dessus d'ailleurs. Description précise de la mission, la rémunération, l'info sur le profil du candidat recherché, l'info sur l'entreprise. Là, on a surtout 2. Alors, il y a le bleu, on va peut-être commencer par le bleu, qui revient chez toutes les personnes qui sont ici avec nous ce matin. Oui, donc effectivement, c'est 86% des candidats recherchent la description précise de la mission. Donc ça, c'est aussi un conseil qu'on va donner aux employeurs qui, des fois, font des descriptions de missions très synthétiques. Et on leur dit que pour que le candidat puisse se projeter vraiment dans le futur poste, il faut que la description soit vraiment le plus précise possible. Donc voilà, comme les candidats qui recherchent un emploi, vous êtes raccord avec ce qui est recherché sur la description de la mission. Après, la rémunération, donc ça, on va pouvoir le voir. Personne n'a mis la rémunération dans les cartes? Si, quand même, parce que c'est important aussi la rémunération. Mademoiselle, elle a mis rémunération derrière. Oui, la rémunération, effectivement, 70% des candidats vont regarder la rémunération. Ça, on va le voir dans la diapo suivante, où effectivement c'est souvent négligé par l'employeur, où il ne note pas la rémunération. Ça s'explique, on verra tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, 87% des candidats vont regarder la rémunération, seulement 30% des employeurs vont la noter sur l'annonce. Parce qu'en fait, souvent les employeurs, ils vont dire, nous on recherche un candidat et on verra la rémunération suivant le profil, l'expérience, etc. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que pour les candidats, c'est primordial d'avoir la rémunération. Oui. Bien sûr, et c'est vrai que peut-être l'employeur, après ça se négocie, enfin on en parlera après par l'entretien, c'est là que ça se négocie la rémunération. Laurence? Alors la rémunération, oui, elle se négocie pendant l'entretien. Alors les candidats souhaitent que la rémunération soit indiquée sur l'offre à 87%. C'est pas ça qui va déterminer qu'ils vont candidater ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un maximum d'informations avant de candidater. C'est-à-dire que voilà, je ne veux pas postuler si l'employeur m'offre la moitié du salaire auquel je peux prétendre. C'est juste un critère qui va leur permettre de dire je postule ou je postule pas. D'accord ? Après, c'est pendant effectivement l'entretien que ça peut se négocier. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'offres, de plus en plus d'annonces, parce que ça a été, je dirais, depuis la Covid, il y a une augmentation quand même du nombre d'employeurs qui ont pris connaissance que s'ils ne mettaient pas de rémunération sur leurs annonces, les annonces étaient beaucoup moins vues. Il y a une étude de l'APEC qui disait qu'une annonce où il n'y avait pas le salaire, elle avait 8 fois moins de chances d'être vue qu'une annonce où il y a le salaire. Voilà. C'est le cas? Vous souhaitez qu'il y ait dans cette annonce le salaire qui soit indiqué pour vous? Je pense que je connais la réponse, mais bon, je pose la question quand même. Et après, c'est effectivement, de toute façon, l'employeur, il a toujours une fourchette. Vous pouvez pas, s'il vous a dit qu'il proposait entre 35 et 40 000, il ne va pas vous proposer 70. Mais il y a parfois quand même une marge de manœuvre, suivant votre profil, vos compétences, etc., qui sont négociables. Dans le salaire, il y a aussi d'autres choses qui peuvent se négocier. C'est peut-être que je peux avoir un peu plus de jours de télétravail. Est-ce que je peux avoir un temps partiel? Peut-être aussi des moyens, des à côté. Ça se met sur l'annonce ou ça se négocie ça dans l'entretien? Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'informations sur les avantages qui sont sur l'annonce. On voit même, on a eu des offres où c'était marqué garage à vélo, chargeur pour voiture, électrique. Donc tout ça, ça s'est mis table de ping-pong, baby-foot. Le bien-être fait partie aussi de notre société, on est d'accord. Le bien-être au travail aujourd'hui, et d'autant plus depuis la Covid, est très attendu. En fait, par les candidats, même si c'est pas toujours pareil, c'est pas leur critère premier pour candidater, mais c'est toujours un plus. Enfin voilà, on cherche toujours à avoir le petit plus. Voilà, donc un meilleur salaire, des meilleures conditions, c'est toujours intéressant. Et si l'employeur le dit d'emblée, eh ben effectivement, ça peut lui permettre d'avoir un peu plus de candidatures.
Ce sont les critères que vous recherchez, vous, déjà. Il y a le salaire, on est d'accord, mais après le reste aussi, le bien-être au travail, tout ça, ça fait partie de ce que vous avez envie, vous, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que nous. Donc vous avez peut-être ce regard-là qui est différent. Ouais. Vous savez que nous, à notre époque, on ne demandait pas un baby-foot dans l'entreprise. Mais bon, ça change et tant mieux d'ailleurs. C'était ma petite note d'humour, hein, je me permets. Laurence. Pas de souci. Alors, on va continuer sur notamment la recherche d'emploi. Voilà, aujourd'hui, on accompagne la PECITA à différentes entreprises dans leur recrutement et on reçoit beaucoup de CV, beaucoup de candidatures où finalement les gens ont candidaté sans se poser de questions sur qu'est-ce que je veux faire. Ils envoient leur CV, leur lettre sans se demander où ils candidatent. Ils se disent j'ai besoin de travailler, donc je candidate, peu importe. La première chose quand vous candidatez, c'est vraiment de réfléchir à son projet professionnel. C'est pas j'envoie mon CV, c'est je réfléchis à mon projet professionnel, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse. Cibler les structures d'accueil, les pistes, parce qu'il y a des choses aussi, il y a peut-être des entreprises, typiquement vous êtes quelqu'un qui a plutôt une appétence pour le social, d'aller dans une entreprise qui va vous demander de faire du chiffre d'affaires, c'est pas pour vous. Donc déjà c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse et quelles sont les entreprises qui me correspondent. Après, on va rechercher des offres qui vont correspondre et qui sont en adéquation aussi avec vos valeurs. Pensez aussi que vous avez des contraintes, peut-être. Alors, vous êtes encore peut-être jeune, mais parfois familiales, des enfants, vous n'avez pas envie de vous déplacer, peu importe, hein, ça peut être vos parents, des contraintes financières. Et puis, donc tout ça, pensez-y aussi quand vous candidatez. Parce que nous, ça nous est arrivé d'avoir on va parler un peu d'expérience, mais j'en parlais ce matin avec Anne, on a un candidat qui nous envoyait une candidature pour la Martinique, et quand je l'ai appelé en lui disant mais vous n'avez pas de problème pour déménager, il m'a dit j'avais pas vu que c'était en Martinique. Non. Enfin voilà, ça c'est un exemple, mais on a beaucoup de candidats qui postulent sans même vérifier que tout peut correspondre. Et finalement, c'est une mauvaise image, c'est une perte de temps pour eux et c'est une perte de temps aussi pour l'employeur. Et si demain l'employeur a un poste qui peut lui correspondre, il va se dire non, c'est pas quelqu'un de sérieux, donc je ne le recontacterai pas. Donc se renseigner aussi sur la structure, décortiquer l'annonce. Décortiquer l'annonce, pourquoi ? Parce que quand vous allez élaborer votre CV et votre lettre, plus vous allez plus votre CV et votre lettre vont coller à l'offre d'emploi, plus vous avez de chances d'être retenu. On adapte toujours son CV et sa lettre. On va y venir en plus en détail, mais c'est important. Faire un tableau de suivi des recherches. N'oubliez pas, parce que parfois on envoie beaucoup de lettres et on se dit « Ouh là là, à qui j'ai répondu, qui m'a répondu, est-ce que je dois relancer, est-ce que je dois pas relancer ?» Et tout ça, en fait, effectivement, ça peut être... vous allez vous dire, c'est pas forcément se démarquer, mais on a tellement de gens aujourd'hui qui ne suivent pas leur candidature. Enfin, voilà, quand on fait des recrutements, on a des gens qu'on appelle, ils ont dit « Je sais pas, je me rappelle pas de l'annonce, je sais pas pourquoi j'ai candidaté, etc. » Au moins, quand il y a un suivi, c'est toujours plus intéressant. Et puis, relancer dans les candidatures. Et puis, on le verra même, si l'offre vous intéresse vraiment et que vous avez passé un entretien, faites un petit mail de remerciement, c'est toujours quelque chose de positif. Et donc là, vraiment, l'élément essentiel, on vous l'a mis à chaque fois, mais restez focus sur votre projet professionnel. Ce qui vous intéresse, ce qui vous motive, et puis vers quoi vous voulez aller. Alors, c'est un moment important là, Laurence. C'est ça, lettre de motivation, son CV et l'entretien. Ce sont les trois phases. Est-ce que vous avez, je me permets, est-ce que vous avez déjà envoyé une candidature, un CV, une lettre de motivation, pour voir tous, parce que comme il y en a qui sont un peu plus jeunes, vous l'avez déjà fait. Maintenant, on va apprendre des clés. Elle va vous expliquer des clés, comment réussir encore mieux sa lettre de motivation, son CV et bien sûr son entretien. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire un CV, il faut adapter votre CV en fonction de l'annonce. Chaque CV doit être adapté en fonction de l'annonce. Donc, moi je dis souvent, vous surlignez dans l'offre toutes les compétences qui sont demandées. Elles doivent toutes figurer dans votre CV de façon claire. Si c'est un poste commercial, mettez des chiffres. Si on vous demande d'avoir des compétences, par exemple un conseiller agricole, on vous demande des compétences d'animation, mettez que vous avez fait de l'animation. Auprès de quel type de public, auprès de combien de personnes. Voilà, il faut vraiment que votre CV colle à l'annonce. Et ça, c'est très souvent, on ne le voit pas. On ne voit pas les CV qui collent à l'annonce. C'est un CV standard, on envoie le même à tout le monde et ça, c'est pas bon. Donc, donnez des informations qui sont attendues par le recruteur. Parlez le même langage que lui. Il parle en fonction de ses valeurs, etc. Il faut le faire. Et partez bien de l'offre et travaillez la mise en forme.
Alors, sur la mise en forme, C'est parce que j'avais posé une question. Moi, quand je commençais à faire mes CV à l'époque, je me suis dit, il faut que je me démarque. Je veux bien autre chose. Donc, je m'amusais à mettre des dessins, à faire des choses un peu bizarroïdes, il faut être franc. Est-ce que ça, c'est un atout ou est-ce que ça ne l'est pas? alors, se démarquer, attention, nous on a eu des CV qui étaient en forme de plan de métro par exemple, alors vous imaginez pour le lire, des CV en com, alors oui, là, où on a eu une carte, c'était, vous voyez le chocolat Nestlé, c'était Nestlé, puis le C, voilà, alors Ça vous est arrivé, excusez-moi Laurent, ça vous est arrivé de faire ça, d'imaginer, d'être créatif dans son CV ou vous êtes plutôt assez classique pour l'instant? D'accord, voilà. Alors, restez classique, un CV c'est une page, d'accord. Faites attention à la taille parce que, comme il l'a dit, on n'est plus toujours tout jeune. Donc, le 8... Je parlais pour moi. Le 8 en police, c'est pas toujours évident. Nous, on reçoit des CV des fois qui font 8 pages. On abandonne, voilà. Donc, on peut se démarquer, on peut avoir de l'originalité, mais faites attention aussi, pas trop de couleurs, les logos des entreprises, etc. Évitez. Et puis, une petite question, photo, pas photo sur le CV? Levez la main, ceux qui mettent une photo pour voir. Non, pas de photo. Il y a une raison particulière pourquoi vous ne mettez pas de photo? Des fois, ça peut être soit discriminatoire ou juste tout simplement, on ne veut pas forcément se montrer, quoi, tout simplement. Alors, sur les photos, sachez, je vous le dis quand même, légalement, un employeur n'a pas le droit de demander une photo. D'accord ? Toutefois, c'est vrai qu'il y a des employeurs qui ont plus la mémoire des noms, d'autres la mémoire des visages. Donc, il y en a qui vont vous le demander, déjà parce qu'ils ne savent pas que c'est pas légal. Et puis, quand ils vont vous voir, ils vont se dire « Ah bah oui, tiens, j'ai repéré sa photo, je sais que c'est elle. » Et par contre, ils auront oublié votre nom. D'accord ? Donc, c'est simplement un critère. Après, mettez une photo adaptée et une photo récente. Ça m'est arrivé de recevoir des personnes, je croyais que je recevais la mère en entretien par rapport à la photo qui était sur le CV. Donc ça, on fait très attention. Photo de vacances, on oublie aussi, non? Et puis on va vous montrer, donc là, on va vous montrer des photos. Toutes les photos que vous allez voir, c'est des vraies photos qu'on a reçues sur des CV. Sauf la petite dernière que je vais vous montrer après. Voilà. Tiens, je me permets, est-ce que, au hasard, tiens, vous, mademoiselle, et tiens, vous, mademoiselle aussi, venez avec moi. Si vous devez construire votre CV, toutes les deux, imaginez que c'est votre profil, c'est votre photo, laquelle vous mettriez sur votre CV? Voire 2, 3, je ne sais pas, mais laquelle vous avez envie de choisir pour mettre sur votre CV, pour candidater? La première, ça là? Donc là, ça serait plus photo permis de conduire, c'est ça? On est d'accord? Ce serait plus sur les photos classiques de permis de conduire. Non, je vais parler. Dans une entreprise agricole, vous allez mettre en fond d'écran les vignes ou voilà que vous êtes déjà à fond pour cet emploi. C'est bien ça, c'est bien comme... Laurence, alors, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? Alors, je vous garde sous la main, n'ayez pas peur. Ces photos-là, on évite. Permis de conduire, carte d'identité, simplement parce qu'on vous demande de ne pas sourire. Et la première image que l'employeur il va avoir de vous, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va être fermé. Parce que regardez, les permis de conduire, etc., on a souvent une tête extrêmement froide. On n'est vraiment pas accueillant. Et la première image qu'il va avoir de vous, c'est ça. C'est de se dire, c'est pas une personne souriante, c'est peut-être pas une personne agréable, mais c'est ce qu'on vous demande pour le permis ou pour la carte d'identité. Donc ça, on oublie. D'accord ? Sur ce côté-là, alors qu'on ait un paysage derrière, oui, mais en situation, pas obligatoirement. Alors nous, on a les professionnels dans le domaine viticole, les bouteilles de vin, les verres, etc. On évite. On a eu en agroalimentaire les gens avec les charlottes sur la tête. Dans le domaine du paysage, avec la débroussailleuse et le casque sur la tête, c'est pareil, on évite. Voilà. On peut être en extérieur, mais on est souriant et naturel. Voilà. Deuxième exemple, on va voir avec vous. Alors, si vous deviez choisir une photo pour votre CV et l'envoyer, laquelle ou lesquelles? D'accord. Il y a juste celle qui vous paraît... Non, je sais pas, je demande. Ouais, parfait. Réponse? Oui, ces deux-là. Éventuellement celle-ci et celle-ci. Voilà. Par contre, alors celle-ci, c'est une vraie photo sur un CV, c'est pas truqué, mais on évite. Là, c'est pareil, on est en situation... On a eu beaucoup aussi, on ne vous les a pas mis, mais on a eu même eu des... On ne vous les a pas mis non plus, mais il y a eu des jeunes hommes de dos, dénudés non plus, ça ne se fait pas. En situation, on ne les met pas non plus. Là, ce qui est gênant, en fait, c'est que la jeune fille, on ne voit pas qu'elle a les épaules couvertes. Donc ça, c'est pareil.
Et ça, on a très très souvent pour les jeunes femmes, avec les épaules dénudées, on ne met pas ce genre de photo sur un CV. Là, pareil en situation. Et puis là, c'est un dessin. Alors oui, ça peut paraître sympa. Si on est dans la com ou si on est dans du design, pourquoi pas. Mais dans nos secteurs à nous, c'est pas forcément le plus adapté. Voilà. Après, les photos retouchées. Alors ça, on en a beaucoup. On évite aussi les photos retouchées. Comme je vous disais, hein, c'est la première image qu'on a de vous et c'est pas forcément la meilleure. Vous les laissez sur Instagram. Voilà. Après, sur les CV, alors on ne l'a pas reçu en candidat, je vous rassure. Dommage. Je voyais les yeux qui pétillent là, tu vois, Laurence. Ah bon Donc, juste en information, hein, c'est une photo adaptée. Donc, vous voyez, en fait, naturel, souriant, c'est pas. Je dirais que c'est une photo qu'on voit peut-être pas forcément de lui tout le temps, mais voilà, là, c'est très naturel. Toujours mettre vos coordonnées, d'accord ? Pas forcément l'adresse. Alors, pourquoi pas l'adresse ? Parfois, quand vous allez candidater dans une autre région, il faut le savoir, il y a aussi de la discrimination sur la région. Ah ben non, mais elle est de la région parisienne, mon poste il est à Marseille, c'est pas possible, le temps qu'elle trouve un appartement, etc. Donc de mettre simplement votre adresse mail et votre numéro de téléphone, ça c'est quelque chose effectivement qui peut permettre à l'employeur de ne pas avoir de discrimination sur votre localisation. D'accord ? Et un petit conseil aussi, c'est si jamais, j'anticipe un peu, mais quand l'employeur vous dit mais vous êtes de la région parisienne, vous êtes de la région marseillaise, non, je ne suis pas de Marseille, mais par contre, j'ai une famille sur place et j'ai aucun problème pour me loger. Tout de suite, rassurer l'employeur. Ça aussi, pour se démarquer, c'est rassurer l'employeur, c'est très important. Ensuite, d'avoir des informations sur tout ce qui est expérience professionnelle et formation. Et on n'oublie pas, dans un CV, on est par ordre anti-chronologique. C'est-à-dire qu'on va du plus récent au plus ancien. Après, là, c'est d'abord la formation, ensuite l'expérience, d'abord l'expérience, ensuite la formation. C'est souvent le cas pour les gens qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience. Quand on est jeune diplômé, c'est vrai qu'on commence généralement plutôt par sa formation et ensuite on met ses expériences et ses stages. Pareil, pour vos stages, ne mettez pas stage dans tel domaine, mettez un intitulé de poste pour montrer que vous avez vraiment occupé un poste, d'accord ? Parce que stage, ça a toujours une connotation un peu photocopie café. Voilà. Alors que quand vous avez occupé un vrai poste, c'est important de mettre et détailler les missions que vous avez effectuées. Ça, c'est très important. De ne pas mettre simplement chargé de communication. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait en tant que chargé de communication ? Vous avez occupé des salons, vous avez peut-être fait des choses sur des réseaux sociaux. Détaillez vos missions, c'est important. Et puis, il y a toute la partie et aussi, voilà, donc parler des langues, de l'informatique, de vos passions. Et là aussi, faites très attention sur la partie passion, loisir. Ne mettez des choses qui sont uniquement vraies. C'est-à-dire, ne dites pas que vous êtes un passionné de lecture, alors que le seul livre qu'on vous a obligé à lire, c'était pour votre bac de français, et que vous en êtes encore traumatisé. Vous pouvez avoir une passion, par exemple, pour le foot, même si demain, même si vous ne faites plus, par exemple, de football. Ça fait partie. Alors, Oui. Quand on candidate quelque part, on se renseigne aussi sur son employeur. Si on voit que son employeur est passionné de sport, est-ce que c'est pas inintéressant ? Je sais pas, je pose la question. Inintéressant. S'il aime le rugby, est-ce qu'on peut pas rajouter passionné de rugby ? Oui, si vous-même vous êtes passionné de rugby, le risque qu'il y a, c'est que si vous mettez rugby et que lui c'est un vrai passionné et vous dit vous avez vu hier le match où on a fait 13-13 et que là vous dites on sait rien du tout. Vous êtes passionné vous par voilà. contre. Non, c'est juste les infos. Hein. Ou le match du PSG où il y a eu 1-1, pareil, de se dire non, c'est attention, le problème c'est que si jamais il s'aperçoit que vous avez menti sur ce genre de détails, il va se dire sur quoi d'autre il a menti avant. Donc, mettez des informations qui sont pertinentes et qui sont vraies pour vous. Ça, c'est vraiment important. Parce que ça, on a déjà vu des candidats qui finalement se faisaient, entre guillemets, aligner à cause de ça. Par contre, on a eu des candidats aussi. Moi, j'ai eu un cas une fois, quelqu'un qui était passionné de randonnée, l'employeur aussi. Et finalement, pendant 3/4 d'heure, ils sont partis sur leur randonnée qu'ils avaient fait en Corse tous les deux. Et oui, ça a été un point d'accroche, mais c'était vrai. Donc, mettez des choses qui sont réelles. Voilà. Là, on peut se renseigner, ça n'empêche pas sur son employeur, justement. Ah oui, on peut se renseigner. Pour avoir justement cette information. Ensuite, on va parler un petit peu de la lettre. Donc, la lettre de motivation, c'est pareil. Attention, la lettre de motivation, c'est 1 page, pas plus. C'est un style très direct sur la lettre de motivation. On doit aussi la personnaliser, d'accord ? Et puis...
un texte justifié, interligne, paragraphe aéré, et faites-la relire, faites très attention aux fautes d'orthographe. Alors oui, juste une chose que j'ai oublié de dire sur le CV, c'est que votre CV, c'est un petit peu votre plaquette publicitaire, d'accord? Donc demandez par exemple, même quelqu'un qui n'y connaît rien, est-ce que tu as envie de le lire? Si la personne vous dit oui, bon bah déjà c'est plutôt un bon point. Pour une lettre de motivation, c'est pareil, elle doit être aérée. Dans une lettre de motivation, généralement il y a un paragraphe sur soit l'entreprise, soit vous, pour commencer. Ensuite, l'inverse, soit l'entreprise, soit vous. Et après le nous, comment on peut travailler ensemble. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est faites très attention dans une lettre de motivation, c'est comme son nom l'indique, c'est une lettre de motivation. Donc indiquez ce qui vous motive. Une lettre de motivation, c'est au présent ou au futur. On ne parle pas au conditionnel. D'accord ? Et puis également, on est très sur la lettre de motivation. Il n'y a pas de « je pense »,« il se peut que je corresponde », on n'est que sur du positif. D'accord ? On a parfois dans les lettres, alors vous recherchez quelqu'un qui sait faire ça, mais moi je ne sais pas. Non, jamais dans une lettre, d'accord ? Mais ça nous arrive très régulièrement. Et ça aussi, c'est se démarquer. Vous avez déjà fait tous une lettre de motivation dans l'esprit que Laurence vous a expliqué déjà, ou vous apprenez des petits trucs là? Juste une question, Ouais. Est-ce que vous faites encore des lettres de motivation? Ah. Oui, non? Qui n'en fait plus? Allez hop, on lève la main. Qui en fait? Ça dépend de quoi? Ça dépend si c'est demandé ou non. Après, je sais que c'est conseillé quand même de la faire, mais... Ça peut ne pas être obligatoire, mais est-ce que c'est conseillé de la faire? Alors, moi, je conseille de la faire. Il y a certains postes, effectivement, où il n'y a peut-être pas un intérêt certain. Pour certains postes, on va dire très manuels, voilà. Mais sinon, pour la plupart des postes, souvent, on le voit en recrutement, on arrive à rattraper des CV grâce à la lettre. Parce qu'on a des candidats qui, justement, ne se démarquent pas en faisant un CV adapté et finalement ont passé un peu plus de temps sur la lettre. Et c'est grâce à leur lettre de motivation qu'on va les rattraper. Et pour moi, c'est important d'en faire une. Qu'est-ce qu'on y met sur cette fameuse lettre? On va y mettre des informations sur ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, nos compétences, pourquoi on candidate, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous recherchez une personne et moi j'ai les compétences qui correspondent à vos attentes. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire le lien entre moi et l'annonce. Voilà. Et puis on va finir par l'entretien. Alors qui a déjà passé des entretiens difficiles, on va dire? Qui a passé un entretien? Déjà, simplement un entretien. Vous êtes tous passés, vous avez déjà passé un vrai. Comment vous l'avez vécu personnellement? On se prend 2 minutes, tu permets? Ouais. Comme ça, on a des témoignages. J'ai vraiment vécu l'expérience justement de faire des entretiens sans avoir fait un travail sur moi préalable et donc ne sachant pas réellement justement pourquoi est-ce que je candidatais et donc finalement ne pas être capable de montrer que j'étais motivée et ensuite faire des entretiens où j'avais vraiment compris ce qui me motivait dans la vie et justement là c'était pas j'ai besoin de vous, c'était vous avez besoin de moi, je sais faire ça, j'en suis profondément convaincue et vraiment j'ai vu du jour au lendemain pas 100% de retour négatif, mais quasi à vraiment 100% de retour positif. C'était épatant. Je ciblais beaucoup mieux et j'avais l'air d'être naturelle pour le poste et c'est parce que je l'étais, parce que j'avais fait ce travail-là. Quelqu'un, non? Ou on enchaîne? On a un témoignage intéressant. Voilà. Comment travailler cette partie de l'entretien? Mais merci beaucoup, c'est juste ce qu'il fallait qu'on entende. non, mais effectivement, et ça, c'est se démarquer. Si on ne sait pas ce qu'on veut et ce qui nous intéresse, moi je dis souvent, quand vous êtes en entretien, alors on va revenir juste sur les 3 étapes, mais quand vous lisez un livre à un enfant, si vous n'imitez pas le ton, il ne va pas accrocher. Un employeur, c'est exactement la même chose. Si vous, en face, vous n'êtes pas passionné, vous ne mettez pas le ton sur ce qui vous intéresse, vous ne l'accrocherez pas. Et voilà, on est un peu dans cette situation-là. Donc, j'ai une passion, j'y vais, je raconte mon histoire de façon sincère et c'est ce qui fait que l'employeur va être intéressé. Être soi-même, c'est ça un peu? Être soi-même, c'est essentiel, tout à fait. Parce que de toute façon, si vous commencez à mentir dans un entretien, sur combien de temps vous allez tenir au sein de l'entreprise? Pas très longtemps. D'accord. Et puis, je me permets, je continue, mais on n'est quand même pas à l'aise en général au cours d'un entretien. C'est plus facile derrière un ordi d'envoyer un message que d'être en face de la personne. Est-ce qu'il faut aussi se préparer à cette partie-là?
Un entretien, ça se prépare. On dit toujours il y a un avant, donc je vais me renseigner sur la logistique, qui je vais rencontrer, etc. N'hésitez pas aussi à demander est-ce qu'il y aura des tests, est-ce qu'on sera plusieurs à être en entretien en même temps. L'employeur, il doit vous fournir ces informations-là. Ça, c'est toujours intéressant. Nous, ça nous arrive à la PCA de faire des entretiens collectifs. On réunit tous les candidats en même temps. Et alors, on ne leur demande pas d'être tous, mais on leur présente le poste et l'entreprise à tous de la même façon. Parce que je peux vous dire que quand on enchaîne 10 entretiens à la suite, le premier et le dernier, ils n'ont plus forcément la même présentation. Là, ça permet que tout le monde ait la même présentation. Et après, par contre, on les reçoit en individuel. Mais on leur demande de se présenter, de se faire ce qu'on appelle le pitch en 2 minutes devant tout le monde. Donc un entretien, ça se prépare. Par contre, faites très attention, ne préparez pas des réponses toutes faites. Parce que chaque employeur va avoir son type de question. Par contre, vous devez savoir où, comment, pourquoi vous avez fait les choses. Si on vous demande, est-ce que ça, vous l'avez déjà fait ? Oui. Où, comment je l'ai fait, de l'expliquer. Et ça, vous l'avez déjà fait ? Non, je l'ai jamais fait. Mais quand je suis arrivée à mon stage précédent, je ne l'avais pas fait non plus et j'ai réussi à le mettre en application. Voilà. Et tout ça, c'est des exemples concrets. Et moi, je dis toujours, dans un entretien, il faut éviter de se justifier. Il faut expliquer les choses et être très factuel. Quand on justifie, c'est qu'on trouve des excuses. Quand on explique, on est sur des faits et on est nous-mêmes. Donc ça, c'est très important. Après, pendant l'entretien, il y a une phase très importante, c'est l'accueil. C'est les 5 minutes de séduction. C'est un peu comme la photo, vous avez mis une bonne photo, donc du coup, souriant. Du coup, la personne, elle va se dire, quand elle va vous voir arriver, vous êtes souriant, il va avoir envie d'aller vers vous. Et je dirais que vous avez déjà un pas dans l'entreprise. Au contraire, vous êtes extrêmement fermé, etc. Il n'y aura pas forcément envie d'aller vers lui. Après, n'hésitez pas aussi, vous arrivez, vous êtes stressé, vous avez le droit de demander un verre d'eau, de reprendre votre souffle aussi avant d'arriver. Posez-vous calmement. Un conseil, posez bien les pieds à plat, ayez les mains à plat, évitez le stylo qui fait clac, 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 parce que c'est stressant pour tout le monde. C'est des petits détails, mais effectivement, ça vous permet d'être serein. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas en entretien aussi, n'hésitez pas à reformuler la question. Et pareil, si jamais vous avez répondu à une question, vous dites « j'ai peut-être pas été assez précise là-dessus », éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est dire « tout à l'heure, j'ai répondu à une de vos questions, par contre, j'aimerais préciser ma réponse pour revenir en arrière ». On est humain, on a le droit aussi, avec le stress, de se reposer, de reposer les choses. D'accord ? Donc, dans l'entretien, généralement, alors, il y a quelques années, on disait que l'employeur, il devait parler à 20% du temps et le candidat à 80% du temps. Aujourd'hui, moi, je dirais qu'on est plus sur du 60-40, voire du 50-50. D'accord ? Vous, en tant que candidat, aujourd'hui, vérifiez que le poste vous correspond. Qui correspond à vos valeurs, à vos attentes. Posez des questions. Intéressez-vous à l'entreprise. Plus vous vous intéresserez à eux, plus, en fait, eux-mêmes s'intéresseront à vous. Donc, il va y avoir des échanges sur... Alors, au départ, souvent, ils vous demandent de vous présenter. Donc, le pitch, ce qu'on appelle le pitch, c'est 2 minutes à peu près. Ne la prenez pas par cœur. On a des fois des gens qui vont nous refaire une belle récitation, ça ne sert à rien. Mais ayez des mots-clés sur ce que je dois dire. D'accord ? Et puis, bien sûr, sur les qualités, mes motivations, ce qui m'intéresse, etc. Si à la fin, vous dites non, j'ai pas de questions. Si vous dites est-ce que vous avez des questions, c'est pas non, j'ai pas de questions. C'est j'avais des questions, mais au cours de l'entretien, on a abordé l'ensemble des points pour lesquels j'avais des questions, pour lui montrer que vous l'aviez préparé aussi. Donc oui, je vous ai dit reformuler, réfléchir, etc. Donc voilà, on a vu à peu près les grandes lignes de l'entretien, parce qu'il y a encore pas mal de choses. Un entretien, ça peut durer... Alors, il y a aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entretiens qui se passent par Teams ou en vidéo. Ça permet autant pour le candidat que de l'employeur de gagner du temps, parce que rapidement, on voit si ça va ou si ça ne va pas. Ces entretiens-là peuvent durer entre environ 30 minutes. Et les entretiens en physique, généralement, c'est environ 1 heure. Il y en a qui peuvent déborder, qui peuvent être un peu plus longs, mais c'est généralement 1 heure. Voilà. Quand c'est 1 heure complète, ça veut dire que ça se passe bien ou l'employeur peut expéditer plus rapidement ? Il peut expédier parfois un peu plus rapidement s'il sent que ça ne va pas. D'accord ? Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand un employeur convoque des candidats, généralement, il les a convoqués sur leur CV. Donc, on a tous à peu près le même profil quand on est face à l'employeur.
Ce qui va vous démarquer, c'est votre personnalité et votre motivation. Donc c'est ça qui va faire que est-ce qu'il accroche ou est-ce qu'il accroche pas. Mais parfois aussi, on peut alors je ne vais pas dire expédier, mais être un peu plus rapide parce qu'on se dit, on peut être parce que des fois il peut y avoir 2-3 entretiens et au premier on se dit bah oui, lui c'est vraiment un bon candidat. Il faut que mon N+1 le voit aussi. Et voilà, je sais que donc je vais peut-être pas lui faire perdre 1 heure parce qu'en bout de 3/4 d'heure, j'ai vu que ça collait bien et voilà, on n'a pas besoin. C'est pas forcément parce que c'est plus court que c'est forcément mauvais. Bon, si ça dure vraiment que 5 minutes, là, il faut se poser des questions, mais sinon, généralement, il n'y a pas de raison. Et surtout, donc, bien préparer avant, c'est effectivement ne pas être déstabilisé pendant l'entretien. D'accord ? Là, on est en train de vous donner des clés. Ça vous paraît cohérent dans ce que vous avez déjà, vous, imaginé de réaliser, de faire ? Ouais. Vous étiez déjà parti sur cette approche, en tout cas pour candidater ? En général ? Même en Martinique, là-bas ? C'est un peu la... Guadeloupe, pardon. Bon, c'est voisin, c'est l'île à côté. Non, c'est... Oh, mais bon. Désolé. Alors, la Guadeloupe. Pareil, est-ce que vous faites une démarche différente ? Parce que alors, on va prendre un exemple. Là, c'est un vrai exemple. Laurence ou Anne. Quand on est en Guadeloupe, on est sur une île. Là, on est bien d'accord. D'accord. Il y a moins d'employeurs, il y a moins de... La démarche est peut-être plus difficile de trouver un emploi sur une île que sur un territoire comme la France, ici. Comment candidater dans ces cas-là ? Alors, je ne vais pas dire que c'est plus difficile parce que, alors oui, en Île-de-France, on est 12 millions d'habitants, il y a beaucoup de postes, etc. Mais il y a beaucoup de candidats aussi. Mais dans la Creuse, par exemple, il y a très très peu de postes. Donc, je pense, voilà, ça pourrait être comparé à des régions, effectivement, où on a... Après, c'est juste que sur ce secteur, enfin, dans ces régions-là, il n'y a peut-être pas une aussi grande diversité de postes qu'en métropole. Voilà, c'est simplement ça. C'est que après, l'avantage, c'est qu'en France, en métropole, si vous voulez vous déplacer, oui, mais on a des gens qui nous disent, moi, je veux travailler impérativement sur ce département-là. Donc, on va rencontrer les mêmes problèmes. Après, c'est plus en fonction, effectivement, si demain, je sais pas, il y avait une certaine production, comme en France. Enfin, voilà, si quelqu'un me disait, moi, je veux faire de la canne à sucre dans la Creuse, eh ben, il a très peu de chances de trouver, peut-être que comme du blé en Guadeloupe, quoi. Voilà, c'est vraiment d'adapter. Tu avais une question ? Attends, j'arrive. Hop. En Guadeloupe, ils veulent pas recruter les jeunes. Oh, mais là, tu es un peu sectaire, tu es un petit peu dur, il y a peut-être d'autres critères. Non ? Ah. Voilà, les jeunes n'ont pas une très bonne réputation en Guadeloupe en ce moment. Et donc, du coup, ils évitent de nous recruter. Il faut vraiment faire un bon CV qui nous est déjà vu et que... C'est en gros, c'est si tu connais tes parents, ben peut-être qu'on va t'employer. Alors c'est vrai qu'on a... Alors moi, tu as raison, je rebondis là-dessus, c'est important. Vous nous avez montré des règles, pas mal de règles, mais il y a aussi peut-être celle de la Guadeloupe, on va l'appeler la règle Guadeloupe, où alors pas le piston, j'aime pas ce mot, où le réseau, avant de passer par là, peut être important aussi pour être recruté. Et on n'en a pas vraiment abordé le sujet, mais ça fait partie. Tout à l'heure, j'en ai un peu parlé sur le réseau professionnel. Si, ça, c'est quelque chose d'important. Après, le piston en tant que tel, ça ne marche pas forcément parce que si vous êtes bon si vous n'êtes pas bon, on peut pouvoir vous pistonner, mais vous ne resterez pas dans le poste. D'accord ? Par contre, ce qui peut marcher, c'est effectivement, ma mère connaît quelqu'un, elle lui a dit qu'il y avait un poste et je vais candidater à ce niveau-là. Je candidate, mais derrière, je n'ai pas forcément le poste. Je serai au même niveau que d'autres candidats. Alors après, sur les jeunes, il y a peut-être le problème de la Guadeloupe, mais les jeunes ont une mauvaise réputation en général. Ils ne sont pas motivés, ils sont feignants. J'aurais pu vous mettre une petite phrase qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette jeunesse ? Nous n'en ferons jamais rien ». C'est peut-être pas exactement ces mots-là, mais je ne sais pas si vous savez qui a dit cette phrase, c'est Socrate, en 478 avant Jésus-Christ. Pour vous dire que le problème de la jeunesse, il ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours eu un problème avec les jeunes. Enfin, on l'a tous été. Et quand on était jeunes, on nous disait tous... aussi, on l'a tous été. Et quand on était jeunes, on nous disait tous oui, mais à notre époque, c'était mieux. Oui, forcément. Et on était meilleurs que vous. C'est peut-être. Mais peut-être pas, puisqu'on voit que les générations réussissent à faire des choses au fil des années. Donc oui, je pense qu'il y a peut-être un blocage, alors peut-être plus important en Guadeloupe, mais en métropole, on a exactement le même problème sur certaines filières où les jeunes ne sont pas recrutés parce qu'on estime qu'ils ne sont pas assez motivés, assez compétents, etc. Et c'est vraiment la motivation qu'il faut montrer.
Je laisse Anne sur le Oui, salaire. pour la suite. Ouais. Ah, c'est un moment important. Le salaire. Oui, le salaire. Ah, oui. Donc, comme on l'a vu dans les diapos précédentes, le salaire, ça reste quand même important qu'il soit notifié sur les annonces. Est-ce que pour vous, c'est une question facile à aborder quand vous passez un entretien? Est-ce que vous négociez votre salaire d'entrée ou alors vous laissez le patron, futur patron, vous le proposer? Tiens, je reviens à la Guadeloupe. Allez, on prend le soleil avec vous, ça me fait du bien. Hop. Alors, c'est vous qui négociez le salaire ou c'est la personne? C'est le patron. Hein. C'est le patron, c'est le patron. Ah, eh ben, elle ne travaille pas pour rien non plus. Ouais, c'est pas facile là. Hein. Ah, minimum 10. Alors, allez, vous étiez quand même déjà sur le salaire, même si c'est machin, mais c'est minimum 10 euros. Après, ça, on n'en parle pas ici. Est-ce que vous négociez votre salaire quand c'est le patron qui vous dit tiens, c'est tant, vous le prenez, ou alors vous essayez de négocier? Moi, je ne serais pas très à l'aise pour négocier. C'est pas votre truc, hein, vous faites confiance. Voilà, on a deux, trois exemples. C'est parfait. Anne. Mais déjà, est-ce que vous arrivez à bien différencier le salaire et la rémunération, qui sont deux choses où il y a quand même des nuances? Donc le salaire, on va parler du montant brut annuel. Donc pour mémoire, je vous ai mis la rémunération 2024 avec le SMIC mensuel brut et le SMIC horaire. Et la rémunération, ça comprend en fait les primes, les avantages, etc. que vous pouvez avoir lors de l'entreprise. Donc c'est vrai que des fois, les candidats se focalisent sur le salaire que vous allez pouvoir toucher. Généralement, c'est un salaire annuel brut. Mais nous, on conseille au niveau de la PECITA aussi de bien tout compter et de bien tout prendre en compte pour accepter ou non une offre. Parce que des fois, vous pouvez avoir le 13e mois, une prime de vacances, des avantages, une voiture, un téléphone portable, des tickets resto, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut que vous preniez en compte pour vous donner une idée de la rémunération que vous allez avoir. Et un autre conseil qu'on va donner aussi au niveau de la PECITA, c'est de ne pas confondre vos besoins que vous avez pour vivre et la rémunération. On ne va pas aller à un entretien en disant, nous, on l'a connu, moi j'ai 600 euros de loyer, j'ai 40 ou 50 euros d'impôts à payer, donc il me faut tant pour vivre par mois. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est à vous après de vous organiser à titre personnel avec la rémunération que vous allez toucher. Tu veux rajouter quelque chose, Laurence ? C'est bon. Oui, juste pour finir, on vous a synthétisé un petit peu tout ce qu'on a pu vous présenter lors de cette présentation sur les conseils de la PECITA. Donc réfléchir à son projet. Donc je pense que là, on a été assez clair. Restez focus sur vos ambitions professionnelles. Mais même lorsque vous allez chercher pour les plus jeunes un stage, un contrat d'apprentissage, etc., c'est d'ores et déjà qu'il faut que vous réfléchissiez à l'orientation que vous voulez donner à votre carrière. Après, adapter ces outils, donc on l'a vu, il y a différents supports, différents canaux, les candidatures spontanées, les job boards, les réseaux sociaux, le réseau professionnel aussi. Restez vous-même, donc ça c'est pour les entretiens. Se mettre dans la peau du recruteur. Souvent, le conseil qu'on donne, c'est par exemple, nous quand on intervient dans les établissements scolaires, vous avez tous la même formation. Et en fait, il faut que vous soyez le plus précis dans vos stages, dans vos contrats d'apprentissage, dans les expériences professionnelles que vous avez pu faire. Parce qu'en fait, le recruteur, il ne connaît pas votre formation. Mais même, ne serait-ce que donner l'intitulé de la formation, l'apprentissage, etc. et d'être le plus précis possible dans votre CV, dans votre lettre de motivation et lors de votre entretien, c'est primordial pour décrocher le poste. Donc voilà, présentez-vous en quelques mots, soyez accrocheur, dynamique, répondre de façon argumentée, donc Laurence vous a expliqué. Visez le sans faute dès la première seconde, que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau de la politesse, du sourire, c'est très important, de la dynamique que vous pouvez donner aussi dès la poignée de main par rapport à un employeur. Intéressez-vous à l'entreprise, donc ça aussi c'est très important. Dès la lettre de motivation, il faut que vous alliez chercher sur Internet, au niveau de votre réseau professionnel, etc., l'entreprise, que vous essayez de la connaître un maximum, savoir qui vous reçoit, si c'est le président de la structure, si c'est le directeur, regardez bien l'organigramme, renseignez-vous, qui vous fait passer un entretien, qui recrute, etc. C'est vraiment très important et les employeurs sont extrêmement sensibles à l'intérêt que vous portez au poste et à l'entreprise. Donc ayez une tenue adaptée, bien sûr, mais on aime bien le redire. Attention aux fautes d'orthographe aussi, au savoir-vivre et à la politesse. Et misez sur le savoir-être. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Quand vous avez des promos de 150 ou 300 élèves qui sortent d'école d'ingénieurs,
C'est vraiment votre personnalité qui va faire la différence et votre motivation. Est-ce qu'on a des questions pour terminer? Vous avez des questions? Vous savez tout maintenant? Donc demain, vous allez trouver un job, il n'y a pas de problème. Bien d'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Anne, merci beaucoup, Laurence. On peut vous applaudir parce que grâce à vous, voilà, on a eu toutes ces informations. On va vous souhaiter un très très bon salon et puis merci d'avoir nous avoir accordé quelques minutes de votre temps aujourd'hui. Et il y a des cadeaux. Ah ben voilà, en plus il y a des cadeaux. Donc voilà, on a des petits sacs avec plein de cadeaux à l'intérieur. Amusez-vous bien aujourd'hui au Salon international de l'agriculture. Hop. Martine. Oh, écoutez, moi j'ai un flemme de parler, je vous laisse le micro. Lucille, elle aime le micro. Hein. Amélie. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Venez, approchez-vous puisqu'on va commencer. Votre prénom, Madame la Présidente, bien sûr. Non, Catherine, mais il faut que j'aille à mon rendez-vous et je reviens. Bon, ben dépêchez-vous parce qu'on vous attend. On ne peut pas commencer sans vous, Madame la Présidente. Ouais. Allez, vous êtes les bienvenus. Les personnes qui arrivent à l'instant, on vous offre un petit cadeau de bienvenue pour vous remercier. Vous le savez, c'est la thématique qu'on va proposer tous les jours ici au salon avec Agri Recrute. Entre autres, on va parler d'emploi, comment se différencier sur le marché de l'emploi. Je le disais tout à l'heure, comment réaliser un bon CV. Je sais pas, vous pourrez poser des questions aussi pour ce marché de l'emploi. Comment également réussir un entretien, c'est important aussi l'entretien, c'est très important et d'ailleurs on vous expliquera pourquoi. Est-ce que, allez, je pose une petite question comme vous êtes les premières, vous cherchez un emploi en ce moment ou pas? Un stage aussi, d'accord. Stage dans quoi exactement? Un stage à l'étranger en production animale. Ce qui va être intéressant pour toutes les deux, c'est qu'on va vous expliquer comment faire ce CV, cette lettre de motivation par rapport à votre recherche. Et ça, c'est important. Donc, approchez-vous. Je vois qu'il y a des personnes encore derrière. Venez, monsieur. Venez. On n'attendait plus que vous pour commencer. Venez, approchez-vous. Allez, mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter pour cette première conférence déjà à applaudir nos deux conférencières. Laurence Tay, déléguée régionale Île-de-France à Pessita. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Ainsi que Anne Bonelli, conseillère RH Occitanie à Pessita. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Anne, peut-être. Je vais commencer, oui, je vais vous faire une présentation. Donc, on va vous monter un petit peu le micro, peut-être, pour qu'on vous entende bien. Hop, allez-y. Vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, bonjour, je vais vous présenter donc la Pessita. Et d'abord, en fait, on est ici pour vous donner quelques conseils pour vous démarquer au niveau du marché de l'emploi. Alors, au niveau de la Pessita, on est présent partout en France, sur 14 délégations. Donc aujourd'hui, vous avez Laurence Stey, qui est déléguée régionale Île-de-France. Et moi, je suis conseillère RH au sein de la Pessita Occitanie. Je suis donc basée à Toulouse. Donc on est des petites équipes de 2-3 personnes. Et si vous voulez des renseignements, vous pouvez toujours appeler une délégation. On sera là pour vous recevoir si vous souhaitez des conseils au niveau de la recherche d'emploi. Juste une petite question, je me permets, la Pessita pour préciser ce que c'est exactement. Voilà. Donc la Pessita, on est l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens dans le milieu agricole, agroalimentaire et dans l'environnement. On travaille principalement sur 3 axes. On accompagne les entreprises dans leur recrutement. Donc je ne sais pas si vous connaissez la Pessita. Oui. Donc je pense que vous connaissez la Pessita parce que vous allez regarder les annonces d'emploi sur notre site. Mais on fait beaucoup plus de choses. Donc effectivement, on fait de la diffusion d'annonces, mais on fait aussi du recrutement. C'est-à-dire que les employeurs font appel à nous. Et on va les aider dans la rédaction des annonces, on va les accompagner dans la recherche des candidats et on va même jusqu'aux entretiens. Après, on contribue à l'insertion professionnelle. Alors, je vois que vous êtes en école d'ingénieur à Bordeaux, donc vous avez certainement eu une intervention à Pessita. Voilà. Donc, on intervient à partir du bac pro dans les écoles d'ingénieurs sur différents types d'interventions, soit pour présenter le marché de l'emploi suivant les filières, ou alors pour vous accompagner dans la création de votre CV, votre lettre de motivation. Et enfin, donc, on conseille les candidats tout au long de leur carrière. Donc les jeunes diplômés, pour vous insérer dans le marché de l'emploi, et on va jusqu'au bilan de compétences. C'est clair pour vous? On distribue. Alors, pour rechercher un emploi, quelle méthode vous utilisez?
Vous allez sur les réseaux, sur les job boards, les réseaux sociaux. Vous privilégiez plutôt les candidatures spontanées. Ou vous faites marcher votre réseau professionnel. Les réseaux sociaux. Ah oui, parce Alors, que- ce qu'on va faire, parce qu'on a été un peu vite, hein, si tu me permets, Anne, on vous a distribué des petits cartons. Voilà. Vous avez vu, il y a différentes couleurs dessus. C'est comme un quiz. On va jouer ensemble. Si vous trouvez la bonne réponse, comme un quiz, vous aurez un petit cadeau supplémentaire. C'est sympa, ça. Trouver un emploi en s'amusant. Donc, voilà, tout le monde a son petit carton. On va faire, vous savez, comme à l'école, un petit peu, on va lever son carton quand on pense avoir la bonne réponse. Alors, on peut y aller. Première, on y Alors, va. Voilà, quelle méthode vous privilégiez pour chercher un emploi? Donc, pour le job board, c'est bleu. Les réseaux professionnels, on est sur le rose. Réseaux sociaux sur le jaune. Et candidature spontanée sur le marron. Vous pouvez lever votre Ah. petit carton. Allez, Oui, allez-y. Célia? C'est quoi job board? C'est une bonne question. Elle a raison. Ah. Il y a une réponse derrière. Oui, oui, oui. Ouais. En fait, c'est un site internet en fait, où il y a une diffusion d'annonces d'offres d'emploi. Pour les autres, ça va? Vous connaissez? Parfait. Bleu, je ne sais pas quelle couleur, on peut dire, une sorte de violet rose, Rose. jaune et orangé. Jaune. Alors, oh là, c'est marrant, les mesdemoiselles, parce qu'on a un petit peu tout. J'ai du rose, du bleu, du jaune. Oula, on est perdu déjà. Vous voyez, rien que sur la première, on est déjà perdu. Imaginez un peu pour un entretien. Venez vous asseoir, monsieur. Venez nous rejoindre. Vous allez voir. Ah, si, venez, c'est très sympa. Hop. LinkedIn, c'est un réseau social ou un réseau professionnel? Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Social. Enfin, un réseau social, oui, du coup. C'est filmé. On fait du replay? Anthony qui nous écoute, bon, on fera du replay. Allez, attends. Alors, montrez vos cartons. On va, comme on n'est pas très très nombreux, vous avez mis 7 couleurs. Oui, alors en fait, effectivement, vous êtes dans la majorité des candidats parce que 82% des candidats utilisent effectivement les réseaux sociaux pour trouver un emploi. 64% des employeurs vont utiliser 82% des candidats. Par contre, 64% des employeurs vont utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est là le plus utilisé, on est d'accord. Pour les Hein, candidats. pour les candidats, quand vous êtes candidat, les réseaux sociaux, c'est la première démarche qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Oui. Et le réseau social le plus utilisé va être LinkedIn, avec 94%. Alors, j'ai vu d'autres couleurs. J'étais assez surpris de voir toutes ces couleurs. Vous avez mis quelle couleur déjà, rappelez-moi? Le bleu. Alors, le bleu, c'est le fameux job board. Job board. Alors, pourquoi vous utiliseriez celui-là? Parce qu'il y a pas mal d'offres d'emploi sur les sites, comme Indeed, enfin pas mal de sites comme ça. Et d'utiliser ces sites déjà qui permettent d'avoir notre orientation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui. Et par exemple, si on veut revenir sur un site tel que la PECITA, qui est souvent considéré comme un job board, mais en fait, nous, on vérifie les annonces, etc. Et le plus de la PECITA, c'est quand même qu'on est spécialisé, on est le seul site spécialisé pour l'emploi des cadres et des ingénieurs dans le milieu agricole, agroalimentaire et dans l'environnement. Donc c'est vrai que vous allez avoir des sites type Indeed ou Hello Work, etc., qui vont être plus généralistes, mais si voilà, vous voulez rester focus sur votre projet professionnel et rester dans le milieu agricole, agroalimentaire ou dans l'environnement, on va vous conseiller de privilégier un site tel que la PECITA. Alors, petite question par rapport à ces 4 possibilités. Moi, je suis candidat. Vous faudrait que j'envoie ma candidature aux 4 ou de privilégier un par rapport aux autres? En fait, le conseil qu'on va donner, c'est pas forcément d'envoyer aux 4, c'est de rester focus sur votre projet professionnel. Et en fait, de cibler pas le canal, mais de cibler plutôt l'offre d'emploi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur cette première? Non? Quelle démarche vous feriez? Vous restez sur ce principe-là. Vous, quelle démarche vous feriez si vous cherchiez un emploi, un job? Moi, c'est plus sur LinkedIn. Sur LinkedIn, voilà. Réseau professionnel pour vous? Moi, c'est pour le job board. Voilà, pareil, job board, voilà. Oui? Monsieur, pardon, excuse-moi, je t'avais oublié. Fallait pas arriver en retard aussi, t'es arrivé en retard, je t'avais pas vu. Non, du coup, nous, en Guadeloupe, ça fonctionne pas trop. Enfin, je veux dire... Lequel qui fonctionne pas? Les 4 ou... Enfin, ouais, les 4. Tout ce qui est réseau, etc., c'est pas ce qui fonctionne le plus. Mais c'est intéressant de voir ça. Ah, c'est intéressant de savoir. Bah alors, les dom-toms, ça marche pas comme en France. Enfin, c'est la France quand même. Mais Ah, pourquoi dans ces îles, on a des problèmes? Je sais pas si vous avez des réponses. Hein.
Alors après, en plus, ça peut dépendre aussi des secteurs d'activité. Effectivement, LinkedIn, pour des postes, on va dire, d'un certain niveau, vous aurez plus d'offres que si vous cherchez, par exemple, dans le domaine du paysage ou en production agricole pure. Il y aura moins d'offres sur les réseaux sociaux professionnels. Pour les dom-tom, effectivement, c'est peut-être un petit peu moins développé. On a moins d'offres sur les réseaux sociaux sur ces régions-là, sur les DROM en fait. Mais il faut vraiment, c'est ce que disait Anne, il faut choisir votre, soit le job board, les réseaux sociaux, ou même parfois les réseaux, faire marcher vous, développer votre réseau personnel en fonction des postes que vous allez rechercher. D'accord ? C'est pas chaque type de poste, il y aura un créneau qui sera adapté en fonction des types de postes. Voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples ? Si vous recherchez un poste, par exemple, de responsable dans une organisation professionnelle agricole, alors vous pourrez trouver à la PECITA, bien sûr, mais vous pourrez trouver aussi sur LinkedIn. Par contre, vous recherchez un poste de vous recherchez un poste plutôt d'ouvrier paysagiste, ce sera plutôt sur les job boards type APECITA, Pôle emploi, etc. Après, il y a aussi des postes, quand on parle même de postes de directeur dans des organisations professionnelles agricoles, ils vont être diffusés, effectivement, peut-être sur des réseaux, mais ce qui va le mieux marcher, c'est vos réseaux professionnels. C'est parce que vous allez entendre parler qu'il y a un recrutement, que vous allez déjà envoyer votre candidature via votre réseau, que vous aurez plus de chances d'être retenu. Voilà. Et puis les candidatures spontanées, c'est aussi pour des postes qui vont être très rares. Il y a des postes où il y a très très peu d'offres, donc il vaut mieux aller chercher directement l'employeur. Donc une candidature spontanée, c'est pas quelque chose qu'on n'envoie pas sa candidature à 200 entreprises la même. On doit cibler. Donc c'est je vous ai rencontré lors d'un salon, j'ai vu que vous aviez développé telle activité, etc. J'ai les compétences que vous attendez, c'est pour ça que je vous écris. Enfin, je vais peut-être le redire plusieurs fois, mais quand on recherche un emploi, on ne doit pas être dans l'optique « je recherche un emploi, donc je candidate pour ça ». Je candidate parce que j'ai des compétences à vous offrir. Et quand on est dans cette démarche-là, on n'attend pas quelque chose d'un employeur, on est d'égal à égal. Et c'est ça aussi qui fait qu'on se démarque. C'est que je candidate parce que je suis motivée, j'ai des compétences à vous offrir. Voilà. En fait, un petit quiz qu'on vous fait découvrir pour comment trouver un employeur, comment bien être recruté. Là, sur cette première partie, le bleu représentait Job Board. Vous passez par ce moyen-là, par les réseaux professionnels, par les réseaux sociaux, candidature spontanée. Donc, vous levez juste le petit carton qui vous paraît le plus pertinent quand vous candidatez, quand vous cherchez un emploi. Voilà, c'est le principe. Laurence, sont les moyens les plus efficaces. On est bien d'accord pour la première démarche. Hein, Anne, Laurence. Alors, on va continuer. Oui, on peut continuer. Alors, concernant les offres d'emploi, c'est toi qui dois poser la question, j'avais oublié mon rôle. Alors, concernant les offres d'emploi, pour vous, quel est l'élément indispensable qui doit se trouver sur une offre d'emploi ? Est-ce que c'est la description précise de la mission, la rémunération, les infos sur le profil du candidat recherché, ou alors l'info sur l'entreprise ? Et puis, comme à l'école, vous levez votre petit carré, voire 2, 3, vous pouvez mettre des 4, hein, rien, il n'y a pas de règle là-dessus d'ailleurs. Description précise de la mission, la rémunération, l'info sur le profil du candidat recherché, l'info sur l'entreprise. Là, on a surtout deux. Alors, il y a le bleu, on va peut-être commencer par le bleu qui revient chez toutes les personnes qui sont ici avec nous ce matin. Oui, donc effectivement, c'est 86% des candidats recherchent la description précise de la mission. Donc ça, c'est aussi un conseil qu'on va donner aux employeurs qui, des fois, font des descriptions de missions très synthétiques. Et on leur dit que pour que le candidat puisse se projeter vraiment dans le futur poste, il faut que la description soit vraiment le plus précise possible. Donc voilà, comme les candidats qui recherchent un emploi, vous êtes raccord avec ce qui est recherché sur la description de la mission. Après, la rémunération, donc ça, on va pouvoir le voir. Personne n'a mis la rémunération dans les cartes ? Si, quand même, parce que c'est important aussi la rémunération. Mademoiselle, elle a mis rémunération derrière. Oui, la rémunération, effectivement, 70% des candidats vont regarder la rémunération. Ça, on va le voir dans la diapo suivante, où effectivement, c'est souvent négligé par l'employeur, où il ne note pas la rémunération. Ça s'explique, on verra tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, 87% des candidats vont regarder la rémunération. Seulement 30% des employeurs vont la noter sur l'annonce. Parce qu'en fait, souvent, les employeurs, ils vont dire « Nous, on recherche un candidat et on verra la rémunération suivant le profil, l'expérience, etc. » Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que pour les candidats, c'est primordial d'avoir la rémunération. Oui.
Bien sûr, et c'est vrai que peut-être l'employeur, après ça se négocie, enfin on en parlera après par l'entretien, c'est là que ça se négocie la rémunération. Laurence? Alors, la rémunération, oui, elle se négocie pendant l'entretien. Alors, les candidats souhaitent que la rémunération soit indiquée sur l'offre à 87%. Ce n'est pas ça qui va déterminer qu'ils vont candidater ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un maximum d'informations avant de candidater. C'est-à-dire que voilà, je ne veux pas postuler si l'employeur m'offre la moitié du salaire auquel je peux prétendre. C'est juste un critère qui va leur permettre de dire je postule ou je postule pas. D'accord ? Après, c'est pendant effectivement l'entretien que ça peut se négocier. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'offres, de plus en plus d'annonces, parce que ça a été, je dirais, depuis la Covid, il y a une augmentation quand même du nombre d'employeurs qui ont pris connaissance que s'ils ne mettaient pas de rémunération sur leurs annonces, les annonces étaient beaucoup moins vues. Il y a une étude de l'APEC qui disait qu'une annonce où il n'y avait pas le salaire, elle avait 8 fois moins de chances d'être vue qu'une annonce où il y a le salaire. Voilà. C'est le cas. Vous souhaitez qu'il y ait dans cette annonce le salaire qui soit indiqué pour vous? Je pense que je connais la réponse, mais bon, je pose la question quand même. Et après, c'est effectivement, de toute façon, l'employeur, il a toujours une fourchette. Vous pouvez pas, s'il vous a dit qu'il proposait entre 35 et 40 000, il ne va pas vous proposer 70. Mais il y a parfois quand même une marge de manœuvre, suivant votre profil, vos compétences, etc., qui sont négociables. Dans le salaire, il y a aussi d'autres choses qui peuvent se négocier. C'est peut-être que je peux avoir un peu plus de jours de télétravail. Est-ce que je peux avoir un temps partiel? Peut-être aussi des moyens des à côté. Ça se met sur l'annonce ou ça se négocie ça dans l'entretien? Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'informations sur les avantages qui sont sur l'annonce. On voit même, on a eu des offres où c'était marqué garage à vélo, chargeur pour voiture, électrique. Donc tout ça, ça s'est mis table de ping-pong, baby-foot. Le bien-être fait partie aussi de notre société, on est d'accord. Le bien-être au travail aujourd'hui, et d'autant plus depuis la Covid, est très attendu. En fait, par les candidats, même si c'est pas toujours pareil, c'est pas leur critère premier pour candidater, mais c'est toujours un plus. Enfin voilà, on cherche toujours à avoir le petit plus. Voilà, donc un meilleur salaire, des meilleures conditions, c'est toujours intéressant. Et si l'employeur le dit d'emblée, eh ben effectivement, ça peut lui permettre d'avoir un peu plus de candidatures. Ce sont les critères que vous recherchez, vous, déjà? Il y a le salaire, on est d'accord, mais après le reste aussi, le bien-être au travail, tout ça, ça fait partie de ce que vous avez envie, vous, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que nous. Donc vous avez peut-être ce regard-là qui est différent. Oui. Vous savez que nous, à notre époque, on ne demandait pas un baby-foot dans l'entreprise, mais bon, ça change et tant mieux d'ailleurs. C'était ma petite note d'humour, je me permets. Laurence. Pas de souci. Alors, on va continuer sur notamment la recherche d'emploi. Voilà, aujourd'hui, on accompagne la PECITA à différentes entreprises dans leur recrutement et on reçoit beaucoup de CV, beaucoup de candidatures où finalement les gens ont candidaté sans se poser de questions sur qu'est-ce que je veux faire. Ils envoient leur CV, leur lettre sans se demander où ils candidatent. Ils se disent j'ai besoin de travailler, donc je candidate, peu importe. La première chose quand vous candidatez, c'est vraiment de réfléchir à son projet professionnel. C'est pas j'envoie mon CV, c'est je réfléchis à mon projet professionnel, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse. Cibler les structures d'accueil, les pistes, parce qu'il y a des choses aussi, il y a peut-être des entreprises, typiquement vous êtes quelqu'un qui a plutôt une appétence pour le social, d'aller dans une entreprise qui va vous demander de faire du chiffre d'affaires, c'est pas pour vous. Donc déjà, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse et quelles sont les entreprises qui me correspondent. Après, on va rechercher des offres qui vont correspondre et qui sont en adéquation aussi avec vos valeurs. Pensez aussi que vous avez des contraintes, peut-être. Alors, vous êtes encore peut-être jeune, mais parfois familiales, des enfants, vous n'avez pas envie de vous déplacer, peu importe, ça peut être vos parents, des contraintes financières. Et puis, donc tout ça, pensez-y aussi quand vous candidatez. Parce que nous, ça nous est arrivé d'avoir on va parler un peu d'expérience, mais j'en parlais ce matin avec Anne, on a un candidat qui nous a envoyé une candidature pour la Martinique, et quand je l'ai appelé en lui disant mais vous n'avez pas de problème pour déménager, il m'a dit j'avais pas vu que c'était en Martinique. Non. Enfin voilà, ça c'est un exemple, mais on a beaucoup de candidats qui postulent sans même vérifier que tout peut correspondre. Et finalement, c'est une mauvaise image, c'est une perte de temps pour eux et c'est une perte de temps aussi pour l'employeur. Et si demain l'employeur a un poste qui peut lui correspondre, il va se dire non, c'est pas quelqu'un de sérieux, donc je ne le recontacterai pas. Donc se renseigner aussi sur la structure, décortiquer l'annonce. Décortiquer l'annonce, pourquoi? Parce que quand vous allez élaborer votre CV et votre lettre, plus vous allez plus votre CV et votre lettre vont coller à l'offre d'emploi, plus vous avez de chances d'être retenu. On adapte toujours son CV et sa lettre. On va y venir en plus en détail, mais c'est important.
faire un tableau de suivi des recherches. N'oubliez pas, parce que parfois on envoie beaucoup de lettres et on se dit, oulala, à qui j'ai répondu, qui m'a répondu, est-ce que je dois relancer, est-ce que je dois pas relancer. Et tout ça, en fait, c'est effectivement, ça peut être, vous allez vous dire, c'est pas forcément se démarquer, mais on a tellement de gens aujourd'hui qui ne suivent pas leur candidature. Enfin, voilà, avec quand on fait des recrutements, on a des gens qu'on appelle, ils nous ont dit, je sais pas, je ne me rappelle pas de l'annonce, je ne sais pas pourquoi j'ai candidaté, etc. Au moins, quand il y a un suivi, c'est toujours plus intéressant. Et puis, relancer dans les candidatures, et puis on le verra même, si l'offre vous intéresse vraiment et que vous avez passé un entretien, faites un petit mail de remerciement, c'est toujours quelque chose de positif. Et donc là, vraiment, l'élément essentiel, on vous l'a mis à chaque fois, mais restez focus sur votre projet professionnel, ce qui vous intéresse, ce qui vous motive, et puis vers quoi vous voulez aller. Alors, c'est un moment important là, Laurence. C'est ça, lettre de motivation, son CV et l'entretien. Ce sont les trois phases. Est-ce que vous avez, je me permets, est-ce que vous avez déjà envoyé une candidature, un CV, une lettre de motivation pour voir tous, parce que comme il y en a qui sont un peu plus jeunes, vous l'avez déjà fait. Maintenant, on va apprendre des clés. Elle va vous expliquer des clés, comment réussir encore mieux sa lettre de motivation, son CV et bien sûr son entretien. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire un CV, il faut adapter votre CV en fonction de l'annonce. Chaque CV doit être adapté en fonction de l'annonce. Donc, moi je dis souvent, vous surlignez dans l'offre toutes les compétences qui sont demandées. Elles doivent toutes figurer dans votre CV de façon claire. Si c'est un poste commercial, mettez des chiffres. Si on vous demande d'avoir des compétences, par exemple un conseiller agricole, on vous demande des compétences d'animation, mettez que vous avez fait de l'animation. Auprès de quel type de public, auprès de combien de personnes. Voilà, il faut vraiment que votre CV colle à l'annonce. Et ça, c'est très souvent, on ne le voit pas. On ne voit pas les CV qui collent à l'annonce. C'est un CV standard, on envoie le même à tout le monde et ça, c'est pas bon. Donc, donnez des informations qui sont attendues par le recruteur. Parlez le même langage que lui. Il parle en fonction de ses valeurs, etc. Il faut le faire. Et partez bien de l'offre et travaillez la mise en forme. Alors, sur la mise en forme... C'est parce que j'avais posé une question. Moi, quand je commençais à faire mes CV à l'époque, je me suis dit, il faut que je me démarque. Je veux bien autre chose. Donc, je m'amusais à mettre des dessins, à faire des choses un peu bizarroïdes, il faut être franc. Est-ce que ça, c'est un atout ou est-ce que ça ne l'est pas? Alors, se démarquer... Attention, nous on a eu des CV qui étaient en forme de plan de métro par exemple, alors vous imaginez pour le lire, des CV en com, alors oui, là où on a eu une carte, c'était, vous voyez le chocolat Nestlé, c'était Nestlé, puis le C, voilà. Alors, ça vous est arrivé, excusez-moi Laurent, ça vous est arrivé de faire ça, d'imaginer, d'être créatif dans son CV ou vous êtes plutôt assez classique pour l'instant? D'accord, voilà. Alors, restez classique, un CV c'est une page. D'accord. Faites attention à la taille parce que, comme il l'a dit, on n'est plus toujours tout jeune. Donc, le 8... Je parlais pour moi. Le 8 en police, c'est pas toujours évident. Nous, on reçoit des CV des fois qui font 8 pages. On abandonne, voilà. Donc, on peut se démarquer, on peut avoir de l'originalité, mais faites attention aussi, pas trop de couleurs. Les logos des entreprises, etc., évitez. Et puis, une petite question, photo, pas photo sur le CV? Levez la main, ceux qui mettent une photo pour voir. Non, pas de photo. Il y a une raison particulière pourquoi vous ne mettez pas de photo? Des fois, ça peut être soit discriminatoire ou juste tout simplement, on ne veut pas forcément se montrer, quoi, tout simplement. Alors, sur les photos, sachez, je vous le dis quand même, légalement, un employeur n'a pas le droit de demander une photo. D'accord ? Toutefois, c'est vrai qu'il y a des employeurs qui ont plus la mémoire des noms, d'autres la mémoire des visages. Donc, il y en a qui vont vous le demander déjà parce qu'ils ne savent pas que c'est pas légal. Et puis, quand ils vont vous voir, ils vont se dire « Ah bah oui, tiens, j'ai repéré sa photo, je sais que c'est elle. » Et par contre, ils auront oublié votre nom. D'accord ? Donc, c'est simplement un critère. Après, mettez une photo adaptée et une photo récente. Ça m'est arrivé de recevoir des personnes, je croyais que je recevais la mère en entretien par rapport à la photo qui était sur le CV. Donc ça, on fait très attention. Photos de vacances, on oublie aussi, non? Et puis on va vous montrer, donc là, on va vous montrer des photos. Toutes les photos que vous allez voir, c'est des vraies photos qu'on a reçues sur des CV. Sauf la petite dernière que je vais vous montrer après. Voilà. Tiens, je me permets, est-ce que au hasard, tiens, vous mademoiselle et tiens vous mademoiselle aussi, venez avec moi. Si vous devez construire votre CV, toutes les deux, imaginez que c'est votre profil, c'est votre photo, laquelle vous mettriez sur votre CV? Voire 2, 3, je ne sais pas, mais laquelle vous avez envie de choisir pour mettre sur votre CV, pour candidater?
La première, ça là. Donc là, ça serait plus photo permis de conduire, c'est ça? Ah, on est d'accord? Ce serait plus sur les photos classiques de permis de conduire. Non, je vais parler. Ah, dans une entreprise agricole, vous allez mettre en fond d'écran les vignes ou voilà que vous êtes déjà à fond pour cet emploi. C'est bien ça, c'est bien comme... Laurence, alors, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? Alors, je vous garde sous la main, n'ayez pas peur. ces photos-là, on évite. Permis de conduire, carte d'identité, simplement parce qu'on vous demande de ne pas sourire. Et la première image que l'employeur il va avoir de vous, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va être fermé. Parce que regardez, les permis de conduire, etc., on a souvent une tête extrêmement froide. On n'est vraiment pas accueillant. Et la première image qu'il va avoir de vous, c'est ça. C'est de se dire, c'est pas une personne souriante, c'est peut-être pas une personne agréable, mais c'est ce qu'on vous demande pour le permis ou pour la carte d'identité. Donc ça, on oublie. D'accord ? Sur ce côté-là, alors qu'on ait un paysage derrière, oui, mais en situation, pas obligatoirement. Alors nous, on a les professionnels dans le domaine viticole, les bouteilles de vin, les verres, etc. On évite. On a eu en agroalimentaire les gens avec les charlottes sur la tête. Dans le domaine du paysage, avec la débroussailleuse et le casque sur la tête, c'est pareil, on évite. Voilà. On peut être en extérieur, mais on est souriant et naturel. Voilà. Deuxième exemple, on va voir avec vous. Alors, si vous deviez choisir une photo pour votre CV et l'envoyer, laquelle ou lesquelles? D'accord. Il y a juste celle qui vous paraît... Non, je sais pas, je demande. Hein. Ouais, parfait. Réponse? Oui, ces deux-là. Éventuellement celle-ci et celle-ci. Voilà. Par contre, alors celle-ci, c'est une vraie photo sur un CV, hein, c'est pas truqué, mais on évite. Là, c'est pareil, on est en situation... On a eu beaucoup aussi, on vous les a pas mis, mais on a eu même eu des... On ne vous les a pas mis non plus, mais il y a eu des jeunes hommes de dos, dénudés non plus, ça ne se fait pas. En situation, on ne les met pas non plus. Là, ce qui est gênant, en fait, c'est que la jeune fille, on ne voit pas qu'elle a les épaules couvertes. Donc ça, c'est pareil. Et ça, on a très, très souvent pour les jeunes femmes, avec les épaules dénudées, on ne met pas ce genre de photos sur un CV. Là, pareil, en situation. Et puis là, c'est un dessin. Alors oui, ça peut paraître sympa. Si on est dans la com ou si on est dans du design, pourquoi pas. Mais dans nos secteurs à nous, ce n'est pas forcément le plus adapté. Voilà. Après, les photos retouchées. Alors ça, on en a beaucoup. On évite aussi les photos retouchées. Comme je vous disais, hein, c'est la première image qu'on a de vous et ce n'est pas forcément la meilleure. Vous les laissez sur Instagram. Voilà. Après, sur les CV, alors on ne l'a pas reçu en candidat, je vous rassure. Dommage. Vous voyez les yeux qui pétillent là, tu vois, Laurence. Donc, juste en information, hein, c'est une photo adaptée. Donc, vous voyez, en fait, naturel, souriant, c'est pas... je dirais que c'est une photo qu'on voit peut-être pas forcément de lui tout le temps, mais voilà, là, c'est très naturel. Toujours mettre vos coordonnées, d'accord ? Pas forcément l'adresse. Alors, pourquoi pas l'adresse? Parfois, quand vous allez candidater dans une autre région, il faut le savoir, il y a aussi de la discrimination sur la région. Ah ben non, mais elle est de la région parisienne, mon poste il est à Marseille, c'est pas possible, le temps qu'elle trouve un appartement, etc. Donc, de mettre simplement votre adresse mail et votre numéro de téléphone, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut permettre à l'employeur de ne pas avoir de discrimination sur votre localisation. D'accord ? Et un petit conseil aussi, c'est si jamais, j'anticipe un peu, mais quand l'employeur vous dit mais vous êtes de la région parisienne, vous êtes de la région marseillaise, non, je ne suis pas de Marseille, mais par contre, j'ai une famille sur place et j'ai aucun problème pour me loger. Tout de suite, rassurer l'employeur. Ça aussi, pour se démarquer, c'est rassurer l'employeur, c'est très important. Ensuite, d'avoir des informations sur tout ce qui est expérience professionnelle et formation. Et on n'oublie pas, dans un CV, on est par ordre anti-chronologique. C'est-à-dire qu'on va du plus récent au plus ancien. Après, là, c'est d'abord la formation, ensuite l'expérience, d'abord l'expérience, ensuite la formation. C'est souvent le cas pour les gens qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience. Quand on est jeune diplômé, c'est vrai qu'on commence généralement plutôt par sa formation et ensuite on met ses expériences et ses stages. Pareil, pour vos stages, ne mettez pas stage dans tel domaine, mettez un intitulé de poste pour montrer que vous avez vraiment occupé un poste, d'accord ? Parce que stage, ça a toujours une connotation un peu photocopie café, voilà. Alors que quand vous avez occupé un vrai poste, c'est important de mettre et détailler les missions que vous avez effectuées. Ça, c'est très important. De ne pas mettre simplement chargé de communication.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait en tant que chargé de communication? Vous êtes occupé des salons, vous avez peut-être fait des choses sur des réseaux sociaux. Détaillez vos missions, c'est important. Et puis il y a toute la partie et aussi, voilà, donc parler des langues, de l'informatique, de vos passions. Et là aussi, faites très attention sur la partie passion, loisirs. Ne mettez des choses qui sont uniquement vraies. C'est-à-dire, ne dites pas que vous êtes un passionné de lecture, alors que le seul livre qu'on vous a obligé à lire, c'était pour votre bac de français, et que vous en êtes encore traumatisé. Vous pouvez avoir une passion, par exemple, pour le foot, même si demain, même si vous ne faites plus, par exemple, de football... Ça fait partie. Alors, Oui. Quand on candidate quelque part, on se renseigne aussi sur son employeur. Si on voit que son employeur est passionné de sport, est-ce que c'est pas inintéressant? Je sais pas, hein, je pose la question. Inintéressant. S'il aime le rugby, est-ce qu'on peut pas rajouter passionné de rugby? Alors, oui, si vous-même vous êtes passionné de rugby, le risque qu'il y a, c'est que si vous mettez rugby et que lui c'est un vrai passionné et vous dit bah, vous avez vu hier le match où on a fait 13-13 et que là vous dites on sait rien du tout. Vous êtes passionné vous par voilà, contre. non, c'est juste les infos. Hein. Ou le match du PSG où il y a eu 1-1, eh ben pareil, de se dire non, c'est attention, le problème c'est que si jamais il s'aperçoit que vous avez menti sur ce genre de détails, il va se dire sur quoi d'autre il a menti avant. Donc mettez des informations qui sont pertinentes et qui sont vraies pour vous. Ça, c'est vraiment important. Parce que ça, on a déjà vu des candidats qui finalement se faisaient, entre guillemets, aligner à cause de ça. Par contre, on a eu des candidats aussi, moi j'ai eu un cas une fois, quelqu'un qui était passionné de randonnée, l'employeur aussi, et finalement, pendant 3/4 d'heure, ils sont partis sur leur randonnée qu'ils avaient fait en Corse tous les deux. Et oui, ça a été un point d'accroche, mais c'était vrai. Donc mettez des choses qui sont réelles. Voilà. Là, on peut se renseigner, ça n'empêche pas sur son employeur, justement. Ah oui, on peut se renseigner. Pour avoir justement cette information. Ensuite, on va parler un petit peu de la lettre. Donc la lettre de motivation, c'est pareil. Attention, la lettre de motivation, c'est 1 page, pas plus. C'est un style très direct sur la lettre de motivation. On doit aussi la personnaliser, d'accord? Et puis... un texte justifié, interligne, paragraphe aéré et faites-la relire, faites très attention aux fautes d'orthographe. Alors oui, juste une chose que j'ai oublié de dire sur le CV, c'est que votre CV, c'est un petit peu votre plaquette publicitaire, d'accord? Donc demandez par exemple, même quelqu'un qui n'y connaît rien, est-ce que tu as envie de le lire? Si la personne vous dit oui, bon bah déjà c'est plutôt un bon point. Pour une lettre de motivation, c'est pareil, elle doit être aérée. Dans une lettre de motivation, généralement, il y a un paragraphe sur soit l'entreprise, soit vous, pour commencer. Ensuite, l'inverse, soit l'entreprise, soit vous. Et après, le nous. Comment on peut travailler ensemble? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est faites très attention dans une lettre de motivation. C'est, comme son nom l'indique, c'est une lettre de motivation. Donc, indiquez ce qui vous motive. Une lettre de motivation, c'est au présent ou au futur. On ne parle pas au conditionnel. D'accord? Et puis également, on est très sur la lettre de motivation. Il n'y a pas de « je pense »,« il se peut que je corresponde ». On n'est que sur du positif. D'accord? On a parfois dans les lettres, alors vous recherchez quelqu'un qui sait faire ça, mais moi je ne sais pas. Non, jamais dans une lettre. D'accord? Mais ça nous arrive très régulièrement. Et ça aussi, c'est se démarquer. Vous avez déjà fait tous une lettre de motivation? Vous êtes dans l'esprit que Laurence vous a expliqué déjà ou vous apprenez des petits trucs là? Juste une question, ouais. Est-ce que vous faites encore des lettres de motivation? Ah. Oui, non? Qui n'en fait plus? Allez hop, on lève la main. Qui en fait? Ouais. Ça dépend de quoi? Ça dépend si c'est demandé ou non. Après, je sais que c'est conseillé quand même de la faire, mais... Ça peut ne pas être obligatoire, mais est-ce que c'est conseillé de la faire? Alors, moi, je conseille de la faire. Il y a certains postes, effectivement, où il n'y a peut-être pas un intérêt certain. Pour certains postes, on va dire très manuels, voilà. Mais sinon, pour la plupart des postes, souvent, on le voit en recrutement, on arrive à rattraper des CV grâce à la lettre. Parce qu'on a des candidats qui, justement, ne se démarquent pas en faisant un CV adapté et finalement ont passé un peu plus de temps sur la lettre et c'est grâce à leur lettre de motivation qu'on va les rattraper. Et c'est très important. Pour moi, c'est important d'en faire une. Qu'est-ce qu'on y met sur cette fameuse lettre? Eh ben, on va y mettre des informations sur ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, nos compétences, pourquoi on candidate, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous recherchez une personne et moi j'ai les compétences qui correspondent à vos attentes.
Et c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire le lien entre moi et l'annonce. Voilà. Et puis on va finir par l'entretien. Alors qui a déjà passé des entretiens difficiles, on va dire? Qui a passé un entretien? Déjà simplement un entretien. Vous êtes tous passés, vous avez déjà passé un vrai. Comment vous l'avez vécu personnellement? On se prend 2 minutes, tu permets? Comme ça on a des témoignages. J'ai vraiment vécu l'expérience justement de faire des entretiens sans avoir fait un travail sur moi préalable et donc ne sachant pas réellement justement pourquoi est-ce que je candidatais et donc finalement ne pas être capable de montrer que j'étais motivée et ensuite faire des entretiens où j'avais vraiment compris ce qui me motivait dans la vie et justement là c'était pas j'ai besoin de vous, c'était vous avez besoin de moi, je sais faire ça, j'en suis profondément convaincue et vraiment j'ai vu du jour au lendemain pas 100% de retour négatif, mais quasi à vraiment 100% de retour positif. C'était épatant. Je ciblais beaucoup mieux et j'avais l'air d'être naturelle pour le poste et c'est parce que je l'étais, parce que j'avais fait ce travail-là. Quelqu'un, non? Ou on enchaîne? On a un témoignage intéressant. Ouais. Comment travailler cette partie de l'entretien? Mais merci beaucoup, c'est juste ce qu'il fallait qu'on entende. non, mais effectivement, et ça, c'est se démarquer. Si on ne sait pas ce qu'on veut et ce qui nous intéresse, moi je dis souvent, quand vous êtes en entretien, alors on va revenir juste sur les 3 étapes, mais quand vous lisez un livre à un enfant, si vous n'imitez pas le ton, il ne va pas accrocher. Un employeur, c'est exactement la même chose. Si vous, en face, vous n'êtes pas passionné, vous ne mettez pas le ton sur ce qui vous intéresse, eh ben, vous ne l'accrocherez pas. Et voilà, on est un peu dans cette situation-là. Donc, j'ai une passion, j'y vais, je raconte mon histoire de façon sincère et c'est ce qui fait que l'employeur va être intéressé. Être soi-même, c'est ça un peu? Être soi-même, c'est essentiel, tout à fait. Parce que de toute façon, si vous commencez à mentir dans un entretien, sur combien de temps vous allez tenir au sein de l'entreprise? Pas très longtemps. D'accord. Et puis, je me permets, je continue, mais on n'est quand même pas à l'aise en général au cours d'un entretien. C'est plus facile derrière un ordi d'envoyer un message que d'être en face de la personne. Est-ce qu'il faut aussi se préparer à cette partie-là? Un entretien, ça se prépare. On dit toujours il y a un avant, donc je vais me renseigner sur la logistique, qui je vais rencontrer, etc. N'hésitez pas aussi à demander, est-ce qu'il y aura des tests? Est-ce qu'on sera plusieurs à être en entretien en même temps? L'employeur, il doit vous fournir ces informations-là. Ça, c'est toujours intéressant. Nous, ça nous arrive à la PCA de faire des entretiens collectifs. On réunit tous les candidats en même temps. Et alors, on ne leur demande pas d'être tous, mais on leur présente le poste et l'entreprise à tous de la même façon. Parce que je peux vous dire que quand on enchaîne 10 entretiens à la suite, le premier et le dernier, ils n'ont plus forcément la même présentation. Là, ça permet que tout le monde ait la même présentation. Et après, par contre, on les reçoit en individuel. Mais on leur demande de se présenter, de se faire ce qu'on appelle le pitch en 2 minutes devant tout le monde. Donc, un entretien, ça se prépare. Par contre, faites très attention. Ne préparez pas des réponses toutes faites. Parce que chaque employeur va avoir son type de question. Par contre, vous devez savoir où, comment, pourquoi vous avez fait les choses. Si on vous demande, est-ce que ça, vous l'avez déjà fait? Oui. Ou comment je l'ai fait, de l'expliquer. Et ça, vous l'avez déjà fait? Non, je l'ai jamais fait. Mais quand je suis arrivée dans mon stage précédent, je ne l'avais pas fait non plus et j'ai réussi à le mettre en application. Voilà. Et tout ça, c'est des exemples concrets. Et moi, je dis toujours, dans un entretien, il faut éviter de se justifier. Il faut expliquer les choses et être très factuel. Quand on justifie, c'est qu'on trouve des excuses. Quand on explique, on est sur des faits et on est nous-mêmes. Donc ça, c'est très important. Après, pendant l'entretien, il y a une phase très importante, c'est l'accueil. C'est les 5 minutes de séduction. C'est un peu comme la photo, vous avez mis une bonne photo, donc du coup, souriant. Du coup, la personne, elle va se dire, quand elle va vous voir arriver, vous êtes souriant, il va avoir envie d'aller vers vous. Et je dirais que vous avez déjà un pas dans l'entreprise. Au contraire, vous êtes extrêmement fermé, etc. Il n'y aura pas forcément envie d'aller vers lui. Après, n'hésitez pas aussi, vous arrivez, vous êtes stressé, vous avez le droit de demander un verre d'eau, de reprendre votre souffle aussi avant d'arriver. Posez-vous calmement. Un conseil, posez bien les pieds à plat, ayez les mains à plat, évitez le stylo qui fait clac, 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 parce que c'est stressant pour tout le monde. C'est des petits détails, mais effectivement, ça vous permet d'être serein. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas en entretien aussi, n'hésitez pas à reformuler la question. Et pareil, si jamais vous avez répondu à une question, vous dites « j'ai peut-être pas été assez précise là-dessus », éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est dire « tout à l'heure, j'ai répondu à une de vos questions, par contre, j'aimerais préciser ma réponse pour revenir en arrière ». On est humain, on a le droit aussi, avec le stress, de se reposer, de reposer les choses. D'accord ? Donc, dans l'entretien, généralement, alors, il y a quelques années, on disait que l'employeur, il devait parler à 20% du temps et le candidat à 80% du temps.
Aujourd'hui, moi je dirais qu'on est plus sur du 60-40, voire du 50-50. D'accord ? Vous, en tant que candidat aujourd'hui, vérifiez que le poste vous correspond. Qui correspond à vos valeurs, à vos attentes. Posez des questions. Intéressez-vous à l'entreprise. Plus vous vous intéresserez à eux, plus en fait eux-mêmes s'intéresseront à vous. Donc il va y avoir des échanges sur... Alors au départ, souvent, ils vous demandent de vous présenter. Donc le pitch, ce qu'on appelle le pitch, c'est 2 minutes à peu près. Ne la prenez pas par cœur. On a des fois des gens qui vont nous faire une belle récitation, ça ne sert à rien. Mais ayez des mots-clés sur ce que je dois dire. D'accord ? Et puis, bien sûr, sur les qualités, mes motivations, ce qui m'intéresse, etc. Si à la fin, vous dites non, j'ai pas de questions, si vous dites est-ce que vous avez des questions, c'est pas non, j'ai pas de questions, c'est j'avais des questions, mais au cours de l'entretien, on a abordé l'ensemble des points pour lesquels j'avais des questions, pour lui montrer que vous l'aviez préparé aussi. Donc oui, je vous ai dit reformuler, réfléchir, etc. Donc voilà, on a vu à peu près les grandes lignes de l'entretien, parce qu'il y a encore pas mal de choses. Un entretien, ça peut durer... Alors, il y a aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entretiens qui se passent par Teams ou en vidéo. Ça permet autant pour le candidat que de l'employeur de gagner du temps, parce que rapidement, on voit si ça va ou si ça ne va pas. Ces entretiens-là peuvent durer entre environ 30 minutes. Et les entretiens en physique, généralement, c'est environ 1 heure. Il y en a qui peuvent déborder, qui peuvent être un peu plus longs, mais c'est généralement 1 heure. Voilà. Quand c'est 1 heure complète, ça veut dire que ça se passe bien ou l'employeur peut expéditer plus rapidement? Il peut expédier parfois un peu plus rapidement s'il sent que ça ne va pas. D'accord. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand un employeur convoque des candidats, généralement, il les a convoqués sur leur CV. Donc, on a tous à peu près le même profil quand on est face à l'employeur. Ce qui va vous démarquer, c'est votre personnalité et votre motivation. Donc, c'est ça qui va faire que est-ce qu'il accroche ou est-ce qu'il accroche pas. Mais parfois aussi, on peut parfois, alors je ne vais pas dire expédier, mais être un peu plus rapide parce qu'on se dit, on peut être parce que des fois, il peut y avoir 2-3 entretiens et au premier, on se dit, bah oui, lui, c'est vraiment un bon candidat. Il faut que mon N+1 le voit aussi. Et voilà, je sais que donc je vais peut-être pas lui faire perdre 1 heure parce qu'en bout de 3/4 d'heure, j'ai vu que ça collait bien et voilà, on n'a pas besoin. C'est pas forcément parce que c'est plus court que c'est forcément mauvais. Bon, si ça dure vraiment que 5 minutes, là, il faut se poser des questions, mais sinon, généralement, il n'y a pas de raison. Et surtout, donc, bien préparer avant, c'est effectivement ne pas être déstabilisé pendant l'entretien. D'accord ? Là, on est en train de vous donner des clés. Ça vous paraît cohérent dans ce que vous avez déjà, vous, imaginé de réaliser, de faire? Ouais. Vous étiez déjà parti sur cette approche, en tout cas, pour candidater? En général? Même en Martinique, là-bas? C'est un peu la... Guadeloupe, pardon. Bon, c'est voisin, c'est l'île à côté. Non, c'est... Oh, mais bon. Désolé. Alors, la Guadeloupe. Pareil, est-ce que vous faites une démarche différente? Parce que alors, on va prendre un exemple. Là, c'est un vrai exemple. Laurence, Juan. Quand on est en Guadeloupe, on est sur une île. Là, on est bien d'accord? D'accord. Il y a moins d'employeurs, il y a moins de... La démarche est peut-être plus difficile de trouver un emploi sur une île que sur un territoire comme la France, ici. Comment candidater dans ces cas-là? Alors, je ne vais pas dire que c'est plus difficile parce que, alors, oui, en Île-de-France, on est 12 millions d'habitants, il y a beaucoup de postes, etc. Mais il y a beaucoup de candidats aussi. Mais dans la Creuse, par exemple, il y a très, très peu de postes. Donc, je pense, voilà, ça pourrait être comparé à des régions, effectivement, où on a... Après, c'est juste que sur ce secteur, enfin, dans ces régions-là, il n'y a peut-être pas une aussi grande diversité de postes qu'en métropole. Voilà, c'est simplement ça. C'est que après, l'avantage, c'est qu'en France, en métropole, si vous voulez vous déplacer, oui, mais on a des gens qui nous disent, moi, je veux travailler impérativement sur ce département-là. Donc, on va rencontrer les mêmes problèmes. Après, c'est plus en fonction, effectivement, si demain, je ne sais pas, il y avait une certaine production comme en France. Enfin, voilà, si quelqu'un me disait, moi, je veux faire de la canne à sucre dans la Creuse, eh ben, il a très peu de chances de trouver, peut-être que comme du blé en Guadeloupe, quoi. Voilà, c'est vraiment d'adapter. Tu avais une question? Attends, j'arrive. Hop. En Guadeloupe, ils veulent pas recruter les jeunes. Oh, mais là, tu es un peu sectaire, tu es un petit peu dur, il y a peut-être d'autres critères, non? Ah. Voilà, les jeunes n'ont pas une très bonne réputation en Guadeloupe en ce moment. Et donc, du coup, ils évitent de nous recruter. Il faut vraiment faire un bon CV qui nous est déjà vu, que... C'est en gros, c'est si tu connais tes parents, ben peut-être qu'on va t'employer.
Alors, c'est vrai qu'on a. Alors, moi, tu as raison, je rebondis là-dessus, c'est important. Vous nous avez montré des règles, pas mal de règles. Mais il y a aussi peut-être celle de la Guadeloupe, on va l'appeler la règle Guadeloupe, où alors, pas le piston, j'aime pas ce mot, où le réseau, avant de passer par là, peut être important aussi pour être recruté. Et on n'en a pas vraiment abordé le sujet, mais ça fait partie. Tout à l'heure, j'en ai un peu parlé sur le réseau professionnel. Si, ça, c'est quelque chose d'important. Après, le piston en tant que tel, ça marche pas forcément parce que si vous êtes bon si vous n'êtes pas bon, on peut pouvoir vous pistonner, mais vous resterez pas dans le poste, d'accord. Par contre, ce qui peut marcher, c'est effectivement, ma mère connaît quelqu'un, elle lui a dit qu'il y avait un poste et je vais candidater à ce niveau-là. Je candidate, mais derrière, j'ai pas forcément le poste. Je serai au même niveau que d'autres candidats. Alors après, sur les jeunes, il y a peut-être le problème de la Guadeloupe, mais les jeunes ont une mauvaise réputation en général. Ils sont pas motivés, ils sont feignants. J'aurais pu vous mettre une petite phrase qui disait mais qu'est-ce que c'est que cette jeunesse, nous n'en ferons jamais rien. C'est peut-être pas exactement ces mots-là, mais je ne sais pas si vous savez qui a dit cette phrase, c'est Socrate, en 478 avant Jésus-Christ. Pour vous dire que le problème de la jeunesse, il ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours eu un problème avec les jeunes. Enfin, on l'a tous été. Et quand on était jeunes, on nous disait tous... aussi, on l'a tous été. Et quand on était jeunes, on nous disait tous oui, mais à notre époque, c'était mieux. Oui, forcément. Et on était meilleurs que vous. C'est peut-être. Mais peut-être pas, puisqu'on voit que les générations réussissent à faire des choses au fil des années. Donc oui, je pense qu'il y a peut-être un blocage, alors peut-être plus important en Guadeloupe, mais en métropole, on a exactement le même problème sur certaines filières où les jeunes ne sont pas recrutés parce qu'on estime qu'ils ne sont pas assez motivés, assez compétents, etc. Et c'est vraiment la motivation qu'il faut montrer. Je laisse Anne sur le salaire. Oui, pour la suite. Ouais. Ah, c'est un moment important, le salaire. Oui, le salaire. Ah, oui. Donc, comme on l'a vu dans les diapos précédentes, le salaire, ça reste quand même important qu'il soit notifié sur les annonces. Est-ce que pour vous, c'est une question facile à aborder quand vous passez un entretien? Est-ce que vous négociez votre salaire d'entrée ou alors vous laissez le patron, futur patron, vous le proposer? Attends, je reviens à la Guadeloupe. Allez, on prend le soleil avec vous, ça me fait du bien. Hop. Alors, c'est vous qui négociez le salaire ou c'est la personne? C'est le patron. Hein. C'est le patron. Ah, ben, elle ne travaille pas pour rien non plus. Ouais, c'est pas facile, là. Hein. Ah, minimum 10... Alors, vous étiez quand même déjà sur le salaire, même si c'est machin, mais c'est minimum 10 €. Après, ça, on n'en parle pas ici. Est-ce que vous négociez votre salaire quand c'est le patron qui vous dit « Tiens, c'est temps, vous le prenez » ou alors vous essayez de négocier? Moi, je serais pas très à l'aise pour négocier. C'est pas votre truc, hein, vous faites confiance. Voilà, on a 2-3 exemples. C'est parfait. Mais déjà, est-ce que vous arrivez à bien différencier le salaire et la rémunération, qui sont deux choses où il y a quand même des nuances? Donc le salaire, on va parler du montant brut annuel. Donc pour mémoire, je vous ai mis la rémunération 2024 avec le SMIC mensuel brut et le SMIC horaire. Et la rémunération, ça comprend en fait les primes, les avantages, etc. que vous pouvez avoir lors de l'entreprise. Donc c'est vrai que des fois, les candidats se focalisent sur le salaire que vous allez pouvoir toucher. Généralement, c'est un salaire annuel brut. Mais nous, on conseille au niveau de la PECITA aussi de bien tout compter et de bien tout prendre en compte pour accepter ou non une offre. Parce que des fois, vous pouvez avoir le 13e mois, une prime de vacances, des avantages, une voiture, un téléphone portable, des tickets resto, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut que vous preniez en compte pour vous donner une idée de la rémunération que vous allez avoir. Et un autre conseil qu'on va donner aussi au niveau de la PECITA, c'est de ne pas confondre vos besoins que vous avez pour vivre et la rémunération. On ne va pas aller à un entretien en disant, nous, on l'a connu, moi j'ai 600 € de loyer, j'ai 40 ou 50 € d'impôts à payer, donc il me faut tant pour vivre par mois. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est à vous après de vous organiser à titre personnel avec la rémunération que vous allez toucher. Tu veux rajouter quelque chose, Laurence ? C'est bon. Oui, juste pour finir, on vous a synthétisé un petit peu tout ce qu'on a pu vous présenter lors de cette présentation sur les conseils de la PECITA. Donc réfléchir à son projet. Donc je pense que là, on a été assez clair. Restez focus sur vos ambitions professionnelles. Mais même lorsque vous allez chercher pour les plus jeunes un stage, un contrat d'apprentissage, etc., c'est d'ores et déjà qu'il faut que vous réfléchissiez
à l'orientation que vous voulez donner à votre carrière. Après, adapter ces outils, donc on l'a vu, il y a différents supports, différents canaux, les candidatures spontanées, les job boards, les réseaux sociaux, le réseau professionnel aussi. Restez vous-même, donc ça c'est pour les entretiens. Se mettre dans la peau du recruteur. Souvent, le conseil qu'on donne, c'est par exemple, nous quand on intervient dans les établissements scolaires, vous avez tous la même formation. Et en fait, il faut que vous soyez le plus précis dans vos stages, dans vos contrats d'apprentissage, dans les expériences professionnelles que vous avez pu faire. Parce qu'en fait, le recruteur, il ne connaît pas votre formation. Mais même, ne serait-ce que donner l'intitulé de la formation, l'apprentissage, etc. et d'être le plus précis possible dans votre CV, dans votre lettre de motivation et lors de votre entretien, c'est primordial pour décrocher le poste. Donc voilà, présentez-vous en quelques mots, soyez accrocheur, dynamique. Répondre de façon argumentée, donc Laurence vous a expliqué. Visez le sans faute dès la première seconde, que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau de la politesse, du sourire, c'est très important, de la dynamique que vous pouvez donner aussi dès la poignée de main par rapport à un employeur. Intéressez-vous à l'entreprise, donc ça aussi c'est très important. Dès la lettre de motivation, il faut que vous alliez chercher sur Internet, au niveau de votre réseau professionnel, etc., l'entreprise, que vous essayez de la connaître un maximum. Savoir qui vous reçoit, si c'est le président de la structure, si c'est le directeur. Regardez bien l'organigramme, renseignez-vous, qui vous fait passer un entretien, qui recrute, etc. C'est vraiment très important et les employeurs sont extrêmement sensibles à l'intérêt que vous portez au poste et à l'entreprise. Donc ayez une tenue adaptée, bien sûr, mais on aime bien le redire. Attention aux fautes d'orthographe aussi, au savoir-vivre et à la politesse. Et misez sur le savoir-être. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Quand vous avez des promos de 150 ou 300 élèves qui sortent d'école d'ingénieurs, c'est vraiment votre personnalité qui va faire la différence et votre motivation. Est-ce qu'on a des questions pour terminer? Vous avez des questions? Vous savez tout maintenant? Donc demain, vous allez trouver un job, il n'y a pas de problème. Bien d'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Anne, merci beaucoup, Laurence. On peut vous applaudir parce que grâce à vous, voilà, on a eu toutes ces informations. On va vous souhaiter un très très bon salon et puis merci d'avoir nous avoir accordé quelques minutes de votre temps aujourd'hui.